Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 15 de Rebound. Je voudrais d'abord remercier Mathieu pour l'invite et puis nous avoir réunis tous les 5 aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu rapidement, mais je vous laisserai faire un petit peu mieux que moi, vous connaissez quand même mieux que moi. On a Gab Lehou, qui est d'Athletic One. Merci Roi d'être, Lehou. Je tiens vraiment à mon nom de famille complet. Non, c'est pas. Je pense ça, c'est vraiment... Ok, qui a un centre de coaching sur Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais, à Dorval. Ok, Ouais, nickel. fais tes recherches, man. Les recherches ont été rapides, j'étais malade. On est aussi avec Philippe Leroy, qui a son centre de coaching aussi. Yes. Lui, il te l'a dit, le roi, lui. À Ouais. toi. Ben, moi, j'en ai rien qu'un. Ouais, c'est ça. On est aussi en présence de Yann Joseph, qui a son centre de coaching juste à côté de là où on fait le podcast. Et pour terminer, on est avec Paul Gagné, préparateur physique comme tous ces messieurs, qui travaille maintenant dans sa Batcave, il nous a dit tout récemment. Ouais. Donc je vais essayer de te présenter un peu plus en détail, s'il te plaît, Gab. Et puis après, ça fera le tour pour chacun d'entre vous. Génial. Donc, je suis préparateur physique, je suis kinésiologue de formation, je suis également posturologue. Ça fait maintenant 15 ans que je combine les approches neurodéveloppementales, neurofonctionnelles, posturologie avec la préparation physique. J'ai ouvert mon centre il y a 5 ans, comme j'ai juste mentionné. Puis maintenant, en fait, je suis avec ces messieurs-là pour développer la préparation physique sous une autre forme que c'est fait présentement au Québec, au Canada. On veut changer les choses. Donc, c'est vraiment cool que tu nous accueilles. J'espère que les Français vont apprécier notre façon de voir les choses, notre vision. J'en suis sûr. Vous êtes déjà venu il y a 8 ans. Ouais. Tu es déjà venu avec Matt il y a 8 ans en France. Exact. Et depuis, ça ne s'arrête plus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Exactement, c'est ça. J'ai suivi ces formations au tout début. Exact. Philippe? Yes. Ben, moi, ça fait 2019, j'ai gradué mon bac en kin. Fait une maîtrise en kinésiologie aussi, axée sur la performance au hockey. Présentement, doctorat en performance au hockey aussi. Puis au travers, j'ai fait ma formation de posturologie avec ces messieurs, puis Matt. Puis sinon, ça fait environ 5 ans que je me spécialise vraiment là, dans la performance au hockey. Puis au travers, je me suis dit pourquoi pas aller faire ma formation en naturopathie aussi, puis aller chercher plus de cordes à mon arc. Donc, c'est pas mal le background de ce que je fais. Ouais, je vois ça, c'est souvent, on part d'une branche, la préparation physique, et puis en fait, on se rend compte qu'on est obligé de toucher à tout, ou même les gens nous demandent surtout de toucher à tout, parce qu'en fait, ils veulent un service, mais ils comprennent pas qu'il y a plein de choses qui s'articulent autour. Plus que tu apprends, en tout cas, moi, c'est mon cas, là, vous confirmerez si c'est votre cas aussi, mais plus que j'apprenais que j'apprenais rien. Donc, c'est... Exactement. Ouais. Ben, ce que je dis souvent sur le bac, quand tu fais un bac en kinésiologie et tout, c'est que tu apprends les bases. Ils t'ont donné une fondation, là. Tu as les bases théoriques, puis après ça, si tu veux devenir un bon préparateur physique, ben, tu dois aller chercher le mur, la toiture, les planchers, les comptoirs. Tu dois construire ta maison un peu plus. C'est pour ça que tu as des formations en posturologie, des formations comme tu as fait à l'Institut IP, tu avais fait ça avec Mathieu. Ça, ouais. Ça aussi, ça peut être super intéressant. Paul, il parle souvent du docteur Guy Voyer, c'est ça, Guy? Qui donne la formation aussi. Fait que tu vas chercher les meilleurs dans l'industrie pour amener plus de mur à ta maison pour qu'elle soit solide, là, pas juste la fondation, parce que tu peux pas vivre dans juste une fondation. Fait que pour résumer, moi, je suis propriétaire de zone sportive juste à côté, comme on a dit tantôt, à Sainte-Catherine. Ça fait 14 ans maintenant que j'ai mon centre d'entraînement. J'ai été un athlète récemment retraité du hockey professionnel. Je pensais m'ennuyer, puis finalement, je réalise que j'ai plus de projets à vouloir aider d'autres entraîneurs, d'autres kinésiologues, d'autres préparateurs physiques à être meilleurs. Fait que je m'ennuie pas du tout. Posturologue aussi de formation. Dans le fond, mon but avec mon centre d'entraînement, c'est qu'on travaille beaucoup avec des athlètes, mais on a aussi une clientèle de monsieur, tout le monde, parce que je me dis, on apprend souvent avec eux comment même interpréter certaines choses avec les athlètes. Souvent, on peut travailler encore plus à la base. Puis on va voir certains déséquilibres finalement, on peut faire le lien avec un athlète. Puis aussi, le but, je pense que quand on choisit un peu ce métier-là, c'est qu'on veut aider le plus de gens possible. C'est ça. Ouais. OK, merci. Et en dernier, Paul. Paul Gagné, ma 42e année, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Mais non, c'est préparateur physique, posturologue. On était avec Yves Etier, on était les premiers de la cohorte de Bernard Bricot en 94. Pour qu'on a travaillé. D'ailleurs, Matt Boilly, Matt Boulay, c'était un de nos premiers élèves qu'on a formés dans le temps. Mon travail avec Yves Etier, c'était d'amener les préparateurs physiques
à se former en posturologie. Auparavant, en France, c'était surtout des médecins, c'était surtout des denturologues, denturologistes, mais maintenant, ou des orthoptistes, mais avec ce qu'on a emmené au Québec, mais même aux États-Unis maintenant, on peut voir là, que si on fait un Google sur posture partout dans le monde, depuis 5 ans, c'est énorme, ça a explosé. Auparavant, quand j'ai commencé, il y a 40 quelques années, mais depuis les années 90, à analyser le pied, où je regardais les yeux, les gens me regardaient, qu'est-ce que tu fais? C'est du chamanisme. Maintenant, tout le monde connaît l'impact du pied et de l'œil, donc on est content. Puis avec notre nouvel institut de développement athlétique qu'on va faire avec mes partenaires, on veut amener ça à une échelle encore plus grande. C'est ce qu'on fait toujours, là, d'emmener un peu, sans vulgariser, mais c'est pas si compliqué que ça, imbriquer un peu la neuroscience, mélanger avec la neuro appliquée, en même temps avec la posturologie, dans la préparation physique. Donc, du coup, vous allez travailler tous les 4, c'est ça, pour monter une structure ou un ensemble de préparateurs physiques à vocation de formation, comment ça, c'est quoi l'objectif dans le en fait fond, concrètement? On a chacun nos entreprises personnelles, mais on est en train de développer une entreprise, les 4 ensemble, qu'on veut éduquer les autres préparateurs physiques. Dans le fond, on veut littéralement donner notre formule qui fonctionne avec nos athlètes pour essayer qu'il y ait plus de préparateurs physiques qui connaissent cette formule-là puis qui l'appliquent. Puis on va pouvoir être en mesure de développer plus de joueurs de hockey, plus d'athlètes au Québec, qu'on trouve, puis même au Canada, puis même idéalement mondialement, mais qu'on trouve qu'il y a un développement, il y a une déficience un petit peu dans le développement dans les dernières années. Avant ça, au hockey, au Canada, on était vraiment une force. On est encore une force, mais si on regarde les chiffres de joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, il y en a de moins en moins. Fait qu'on veut redonner un peu plus de connaissances, je pense, puis de pouvoir remettre le Canada, le Québec sur la map. Sur l'avant-plan. C'est aussi pour démystifier un peu, à cause des médias sociaux, il y a tellement d'informations. Ouais. Puis les gens, c'est malheureux, mais même il y a des parents qui achètent beaucoup de programmes en ligne de certains préparateurs physiques. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, regardez, là, c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont fait, mais aussi le background avec les athlètes. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit aussi. Tu prends une photo avec un athlète, ça ne veut pas dire que tu l'as entraîné. Puis si tu as eu un athlète pendant 3 mois, tu n'as pas à dire « c'est moi qui l'ai formé ». C'est un consultant. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup, mais redonner à César, c'est ça qui est le problème. Mais les gens, avec l'enveloppe, ils ont beaucoup d'un bon marketing. Donc, c'est là-dessus qu'on veut emmener un peu plus de la science, mais pas juste la science, l'expérience mélangée avec la science aussi. Oui, donc, je pense qu'on a une bonne équipe là-dessus, qu'on va être capable de montrer. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va montrer, c'est le meilleur. Bon, moi, on veut permettre aux gens de regarder. Si ça ne cadre pas là-dedans, fais attention un peu. Ça amener votre vision des choses, la préparation physique. En fait, à vous tous réunis, là, vous avez peut-être plus de 60 ans d'expérience dans la préparation physique du hockey, que ce soit pas seulement axé sur le muscle, mais du coup, on a réfléchi autre que ça et on s'est concentré sur le cerveau qui traitait les infos. Mais avant de traiter les informations, il faut savoir les réceptionner. C'est pour ça que tu parlais du pied et de l'œil. C'est les capteurs principaux qui vont permettre de donner la bonne, on espère, la bonne information et du coup, la bonne réaction physique. Et c'est pour ça que vous essayez de travailler là-dessus, du coup, tous ensemble. Exactement. Puis, on a chacun nos forces. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, les autres préparateurs physiques, c'est pas qu'ils sont nécessairement mauvais, c'est qu'ils manquent de compétences pour annexer d'autres composantes, comme exemple la posturologie et la neuroscience, dans la préparation physique. Puis nous, c'est ce qu'on va un peu délivrer, de faire les ponts entre ces concepts-là pour englober, encadrer en fait un athlète de façon plus globale puis dans l'ensemble. OK. Et du coup, vous avez chacun vos tâches déjà un petit peu réparties. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des facilités ou des choses qu'ils préfèrent à effectuer sur ce genre de tâches? Vous avez déjà un peu défini vos C'est sûr que notre background, c'est sûr que là, tu sais, Paul, comment il a dit, ça faisait 72 ans? Non, 41. 41 qui est dans le domaine, c'est sûr qu'il y a déjà un gros background. Il a travaillé avec plein d'athlètes internationaux. On a Phil qui est en train de faire un doctorat, donc on peut même aller avec la science, avec les recherches qu'on va avoir, les données, une collecte de data aussi de ce qu'on fait. On a toute notre approche neuro aussi, qu'on comprend que dans le développement d'un athlète, si tu optimises son cerveau qui communique avec ses 600 muscles du corps humain, ben, tu viens d'améliorer l'athlète au complet. Donc, c'est sûr que dans nos modules, on va prendre des forces de chacun. Il y a comme
Gab, il a déjà des formations en périodisation, puis il est très calé en périodisation. C'est quelque chose qui tripe dessus. Moi, je fais de la périodisation. C'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça. Je le fais parce que je dois le faire. Donc, c'est sûr que le volet périodisation, on va en laisser une partie à Gab. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ce qui nous passionne plus, on va le diviser de cette façon-là. Paul a déjà des formations de montée. Puis on se lance là-dessus en 2024. Puis on a la conquête des préparateurs physiques dans le monde. On veut faire ça pour le fun, au final. Là, moi, dans le fond, mon travail au quotidien, c'est du plaisir. Donc, on fait pas ça pour... je veux pas tomber à faire le volet nutrition qui me passionne peut-être un peu moins. C'était ça le but aussi de faire ça en gang. C'est que si Paul arrive déjà avec ses modules plus biomécanique, puis lui, il triple là-dessus, puis il va les enseigner, puis que c'est fait de façon très structurée. Le temps que moi, j'aurais passé là-dessus sur mon institut, mettons, juste à moi, ben ça m'aurait pris des années, là, voire des mois. Là. Donc, le but, c'est de faire ça. On a tous les mêmes concepts, on travaille avec la même vision. De se réunir les 4 avec chacun nos propres forces, ça fait en sorte qu'on avance plus vite. Là. Au final, l'enjeu, c'est ça. C'est après ça d'exécuter. Là. On est rendu là. OK, nice. Et du coup, on va parler un peu plus dans le concret de ce que vous faites en préparation physique. Toi, Paul, surtout, là, comme on discutait il y a 20 minutes, tu te parlais beaucoup d'iso inertiel. Du coup, avec le travail sur la desmotech, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je pense que c'est toi qui as amené ça un petit peu. On l'utilise tous, mais c'était comme le doyen. Ouais, c'est le doyen. Voilà, comme tu disais, il a un background qui est beaucoup plus important que le vôtre. Et du coup, il a peut-être amené aussi cette vision des choses avec la desmotech. On a discuté. Et surtout, dans le hockey, est-ce qu'il y a un sport où ça fait plus sens d'utiliser la desmotech, ou est-ce que dans tous les sports, dans la préparation physique, on peut l'utiliser, ou est-ce que tu dis, OK, c'est vrai que voilà, ces principes d'accélération, décélération qui sont... qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, sur les sports en France, que ce soit sur du foot, du rugby ou autre. Est-ce que vraiment c'est un game changer, ou est-ce qu'on l'applique sur n'importe quel autre sport? Mais je l'applique même sur monsieur, madame, tout le monde. Comme Okay. je t'expliquais tantôt en entrée de jeu, on travaille avec des gens qui ont le Parkinson, qui ont des problèmes au niveau système neurologique. Donc, l'excentrique, tout le monde est exposé à cause de la gravité. Mais lorsqu'on fait un pas, c'est un mouvement excentrique. Donc, l'excentrique arrive toujours en début de mouvement. Les méthodes traditionnelles étaient beaucoup plus basses. Donc, on utilisait, on appelle ça des relaunchers, on utilisait des chaînes, on utilisait des choses, mais l'excentrique, premièrement, était très, très lente, qui arrive jamais dans les mouvements sportifs, même à la marche. Nous, ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment on est capable d'accélérer ou d'améliorer la transition entre l'excentrique puis le concentrique et vice-versa. Comment apprendre à l'athlète à décélérer, mais rapidement, à réaccélérer, mais en mettant tout son système proprioceptif en même temps. Puis c'est l'élasticité des tissus. Donc, c'est ce qui est arrivé. Desmotech, ils ont réussi à prendre un concept de la Suède avec les grosses courroies qui étaient yo-yo avant. Après ça, K-Box, qui est Eccentric, qui est une compagnie suédoise, qui est très bon pour le fitness général, mais le mouvement est trop lent. Ce qui arrive, c'est que l'excentrique, après un certain temps, un peu comme le Versa Pulli. Le Versa Pulli, c'est un cône. Donc, le mouvement est très lent. Donc, c'est très valide pour prendre la masse musculaire, mais pour l'application au niveau de l'accélération et de la décélération à haute vitesse, comme tous les sports demandent. Et même ici au Québec, si tu glisses sur la glace, ça te prend ça. Donc, on s'est aperçu que le système que Desmotech ont inventé avec leur mécanisme, c'est beaucoup plus applicable parce que l'excentrique, on appelle ça l'excentrique à haute vélocité. Toutes les recherches ont été faites sur, ils appellent ça un eccentric overload, donc une surcharge excentrique. Mais nous, c'est une surcharge excentrique à haute vélocité qui va s'appliquer beaucoup plus dans la vraie vie, mais surtout dans le jeu sportif, hockey, rugby, foot, nomme-les. Il n'y a pas grand, le tennis. Il y a beaucoup, beaucoup de gens au tennis qui utilisent nos appareils dans le moment. Puis dans le foot, mais toute la part des équipes en Europe en ont aussi. Ok, donc c'est la particularité de Desmotech, c'est que ça permet de travailler en fait sur l'excentrique une surcharge en fait, mais qui est assez corrélée au sport en fait, qui est pas comme. Mais c'est même au-delà, c'est au-delà de la demande du sport, c'est ça qui arrive. D'accord. C'est la première diapo que je fais quand je donne une formation en préparation physique, c'est un point d'interrogation. En anglais, là, ce que je fais, c'est un why. Puis pourquoi? Parce que si tu joues au rugby ou si tu joues au hockey ou non, tu joues au tennis, on s'entend que si tu joues à ces sports-là 4-5 fois semaine, tu vas être relativement en forme. Mais pour performer puis éviter les blessures, tu dois t'entraîner au-delà des demandes du sport. Parce que sinon, tu vas juste, à toutes les fois que tu vas jouer,
Tu vas te ramasser sur la table à massage, tu as besoin d'une thérapie pendant... Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la préparation physique. J'aimais pas le terme en anglais « strength coach » parce que c'est pas vraiment nous. Ça n'a aucun rapport avec la force. C'est vraiment une préparation physique. Un joueur de badminton a besoin de moins de force qu'un joueur de tennis ou vice-versa, mais c'est de la préparation. Donc, il faut savoir les systèmes énergie, analyser la posture comme il faut en statique et à haute vitesse et analyser ça. On a des appareils comme le e-board, ces choses-là. Il y a d'autres appareils comme Phil qui a sur la glace, même avec des logiciels, qu'on peut même voir le mouvement du joueur. Donc, corrélé avec ce qu'on voit dans le gym. Puis je rajouterais même qu'avec les Desmotech, la notion de timing, exactement, beaucoup, ça c'est très, très intéressant. C'est ça. Fait que, au-delà de juste comme la composante accélération-décélération, la notion de timing qu'il n'y a pas nécessairement avec les autres machines iso-inertielles autant que parce que quand tu parles de timing, c'est le fait quand tu viens de faire ta phase concentrique, d'être capable d'accepter au bon moment la charge et être capable de... OK. On va t'amener au gym de chaque côté pour on va aller tester. Faut vraiment là, que c'est presque de l'anticipation. C'est ce qu'il faisait comme Wayne Gretzky. Les meilleurs athlètes au monde, sans être physiquement très fort, Wayne Gretzky, 170 livres, tout trompe, comme on dit en québécois, 5 pieds 11, mais qui est le recordman de tous les temps. Il y avait un sens de l'anticipation qui était hors norme. Donc, on peut le voir dans tout. Messi, c'est pas un colosse, là, mais il y a vraiment une anticipation du mouvement. Ça va avec la vision, ça c'est mais aussi le genre d'entraînement que tu vas faire aussi. C'est un peu, tu sais, dans le sport, aucun mouvement est exactement pareil. Jamais. Tandis que, justement, avec un appareil comme la Desmotech ou peu importe la machine iso-inertielle, tu ne vas jamais générer la même force, la même vitesse nécessairement. Il va tout le temps avoir des petites variations. Fait que la répercussion de l'excentrique, par la suite, va tout être différent. Donc, tu dois continuellement être en anticipation puis en réaction. En adaptation. Chaque répétition peut être un peu différente. Ça dépend comment tu sais, si tu as poussé ou tu as tiré un peu plus. Il va falloir que tu t'adaptes. Fait que ta réaction doit être plus rapide. Tu dois t'adapter plus rapidement. Puis dans le sport, quand on pense, dans la majorité des sports, surtout les sports de collectif, les sports d'équipe, tu n'es jamais en parfait contrôle de tout ce qui se passe. Donc, tu dois t'adapter extrêmement très rapidement. Fait que c'est un outil, comme tu as dit, en entrée de jeu. Selon moi, c'est un game changer dans l'approche parce que on peut combiner un peu ce qu'on voit depuis toujours sur les entraînements force ou en résistance et tout. C'est juste qu'on vient vraiment d'amener un autre élément, je dirais, plus à tout ça. Puis, dans le développement athlétique, je crois que dans quelques années, il va y avoir de plus en plus de gens qui sont conscients, qui vont avoir les connaissances de comment utiliser l'iso-inertiel, la Desmotech. Puis il va y avoir de plus en plus de préparateurs physiques qui vont l'utiliser. Puis Paul, je dirais qu'au Québec, c'est un peu la faute à Paul parce qu'il a gardé secret pendant 10 ans avant de nous en parler. Il gardait tout secret. Comme on disait au début, nous, dans notre temps, je suis à la même âge que Charles Poliquin, Paul Chek, c'est les gens qui étaient trop à l'avant. On les regardait, il y avait pas assez. Nous, on était tellement occupés à préparer des athlètes de tous les sports. Je ne sais pas juste fait du hockey, puis mes collègues, Poliquin, les mêmes choses, les autres, qu'on n'avait pas le temps de commencer avec la caméra. Dans ce temps-là, il n'y avait pas l'Internet. Je pense qu'il y avait la télécouleur commençait. Mais c'était ça. Donc, pour les gens, c'est comme si on regarde les émissions de télévision pour les chefs cuisiniers. Avant, c'était les acteurs, les actrices qui faisaient à manger. Maintenant, parce que les vrais, les Paul Bocuse de ce monde, ils n'ont jamais montré rien, parce que c'est leur recette. Mais après un certain temps, ils ont été comme forcés. Si je veux vendre mon chaudron qui va avec mes choses... Puis, faut que tu aies ta pointe à la face. Maintenant, on ne voit plus d'acteurs, on voit les chefs cuisiniers à l'œuvre devant les gens. Ben, c'est là qu'on en est rendu, nous. Là, c'est rendu trop. Là. Il y a trop... L'information sur les réseaux, c'est incroyable. On ne connaît pas vraiment. Il y en a qui pensent qu'ils ont des 3 étoiles Michelin, mais c'est un McDo qu'ils ont. Mais c'est parce que l'enveloppe, ils ont l'air d'avoir un 3 étoiles Michelin, mais les gens, ils ne vont pas en profondeur. Puis ça, on est coupable de ça. À l'œil, là, ce que la préparatrice ou le préparateur va avoir l'air... on est un peu responsable de ça qu'on voit. Oui, puis c'est les enjeux aussi qu'on s'est donnés avec l'Institut ADI. Ce qu'on veut faire, c'est en fait amener de la science, amener les connaissances, l'expérience, mais surtout tasser un peu qu'est-ce qui
qu'est-ce qui fait moins de sens sur le marché présentement. Puis c'est un peu de notre faute, dans le fond, parce que comme Paul y explique, on vient un peu de cette génération-là, moi puis Yann, on travaille, puis Phil aussi, c'est la même chose. On travaille, on fait que ça, travailler, faire des clients. Puis on n'est pas trop aux réseaux sociaux. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est qu'on n'est pas très marketing. Moi, encore, je suis arrivé ici tantôt, je savais pas c'était quoi la bio là, sur Instagram. C'est lui qui me l'a montré. Excuse-moi, Gab, là, j'ai pogné un fourré quand j'ai vu que tu avais une tresse, finalement. C'est rendu un running gag dans nos podcasts. Mais tu sais que je l'ai fait pour toi. C'est sûr. Parce que ce qui arrive, c'est que Yann, sa femme, elle a les cheveux courts. Fait qu'il n'y a plus personne pour tirer après la queue en arrière. Ça revanche aujourd'hui. Hey, je vois ça, je suis fier d'arrêter de rire. Tu t'intéresses. Une graisse française, juste pour toi, mon gars. On se garde un petit 5 minutes tantôt, juste toi puis moi. Là. Et du coup, un peu de sérieux. En termes de pratique, je suppose du coup que ça vaut de l'argent, ces machines-là. Quand vous travaillez avec des équipes au complet, c'est des athlètes qui viennent voir comment vous fonctionnez un petit peu avec ce panel-là, parce que si tu as une équipe de hockey qui arrive, il te faut quand même peut-être aussi des machines en conséquence, parce que si tu as une machine et que tu as 20 athlètes, au final, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop long. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup de gens qui viennent vous voir? C'est plus l'individuel. Ouais, okay. Ou des petits groupes. Exact. C'est sûr qu'il y a 2 machines. C'est pour ça que présentement, c'est un peu un problème dans le sens que quand, exemple, l'été, on fait de l'entraînement hors glace. On va préparer nos athlètes pour la prochaine saison qui arrive. Puis, si tu as, exemple, je sais pas moi, 12 athlètes ou 8 athlètes, ben, tu n'as pas le choix encore de faire du conventionnel avec des bars puis les outils qu'on avait à l'époque. Parce que ben, tu n'auras pas assez d'appareils pour les entraîner. Donc, dans le futur, c'est sûr que peut-être on ne le sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on va peut-être pouvoir investir un peu plus. Ouais, investir un peu plus, peut-être avoir un centre au lieu d'en avoir 4. Là. Yeah. Mais Paul, là-dessus, il m'avait raconté, je pense qu'on s'était parlé l'an passé, tu étais à North Dakota, puis il venait de rentrer 20 machines. Ils ont des budgets là-bas, c'est universitaires. Juste leur centre est environ, c'est comme 150 millions de dollars américains, l'aréna et tout. Mais moi, tous mes joueurs de hockey professionnels, ils ont les appareils Desmotec. Bien sûr. Donc, je fais beaucoup de sessions sur Zoom. Puis beaucoup de mes clients aussi. J'ai beaucoup parce que la plupart des gens, durant la pandémie, ils ont dépensé environ 15 000 $ pour leur gym maison. Ouais. Ça, c'est des stats. Mais Desmotec, si tu as une poulie V, la grosse, avec une plateforme, c'est environ 12 000 $ même pas. Puis tu peux t'entraîner, tu peux aller aux Olympiques avec ça. Puis les petits portables, c'est environ 1 500 $. Okay. Donc, tu sais, c'est le prix. Les gens, ils achètent 2 petits portables, mais tu sais genre 2 barres, puis ça donne le prix des poulies à crossover qui coûtent environ 4 000 $ qui prend la pièce au complet. Donc, c'est une question d'investissement. Mais quand on parle du hockey, une paire de patins, maintenant, c'est à peu près le prix d'une V. 1400. C'est pas loin. Puis les bâtons de hockey, c'est 200 à 300 $. Donc, ça casse. Donc, c'est des choses que les gens, lorsqu'ils font un budget, ben, tu regardes ça, au tennis, on en vend beaucoup aussi. Mais une raquette aujourd'hui, puis l'équipement, puis ça va vite. Là. Les pros, ils n'ont pas une raquette, là, ils en ont plusieurs. Donc, c'est une question, c'est même plus un problème maintenant là-dessus. Là, par rapport, c'est ça qu'il y a. Puis tu peux entraîner. Nous, on fait, je mélange beaucoup. J'entraîne encore avec des bars. J'entraîne beaucoup les gens avec des façons conventionnelles. Moi, dans mon garage, parce que je fais beaucoup plus de recherche, moi-même, je m'entraîne presque uniquement avec l'iso inertial. Ça fait environ une dizaine d'années. Puis même, je vais sur la glace avec mes joueurs. Je ne suis pas un joueur aussi bon que Yann, mais j'ai joué jusqu'à junior jeune, mais j'ai la même vitesse que quand j'avais 20 ans, qui n'est pas normal pour quelqu'un qui va avoir 63 ans. Mais mon degré d'athlétisme a peut-être même monté depuis les quelques années, qui est quand même pas normal pour un gars de mon âge. Tu sais, c'est même au niveau de la force, de temps en temps, je vais dans un gym conventionnel. Puis, ceux qui ont déjà vu bouger, ne pensent pas que tu as non, mais tu sais, puis j'aime ça me tester, puis j'ai déjà été beaucoup plus gros, plus fort. Mais j'étais surpris. Je disais, hey, des dumbbells de 100 livres. Ça va bien. OK, c'est bon, mais c'est parce que c'est que la contraction est tellement rapide que tu vas aller recruter des fibres au seuil très rapidement. C'est ça qui est intéressant. C'est un stress différent de... Puis c'est beaucoup moins dur sur les muscles, parce que ça travaille beaucoup plus les tendons et les ligaments. Donc, c'est beaucoup plus facial. Ça, on a fait l'étude avec mon collègue, le docteur Mathieu Boilly, qui était radiologue. On a mesuré le degré d'élasticité, puis en même temps, le signal avec on avait des systèmes d'échographie et de haute résonance sur les tendons d'Achille, tendons patellaires. C'est vraiment intéressant. Versus
un squat régulier. On avait mis un belt squat pour avoir à peu près le même style pour le mouvement. On avait mis avec une poulie. Puis c'était vraiment intéressant. Puis il n'y a pas beaucoup de douleurs post. C'est très, très rare. Que, surtout lorsqu'on combine avec le e-board, on fait beaucoup d'isométrie, mais des isométries forcées, pas des isométries en tension. Parce qu'une isométrie de 3 à 4 minutes, comme je vois certains préparateurs faire, ça crée beaucoup, beaucoup de dommages au niveau. C'est bon pour une petite période de périodisation, mais OK, on a 10 à 12 semaines avec les joueurs. On n'a pas vraiment le temps d'expérimenter trop long sur une périodisation. Après le rebalancement, mais il faut rentrer tout de suite presque dans le transfert. Tu n'as pas le choix. Moi, ce que j'ai remarqué, si tu travailles plus, mettons, avec l'iso inertiel, puis tu n'as pas travaillé avec les poids pendant un certain temps, mettons, puis là, l'exemple du press, c'était bon parce que c'est sortir du trou, comme on dit, là. Cette zone-là, là, on dirait que tu le ressens plus. Tu descends, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec des dumbbells. J'avais repris justement des 100 livres parce que le Paul m'a dit des 100 livres. J'ai comme pas le choix, j'ai 20 ans de moins. J'ai pas le choix de prendre les 100 livres. Puis sortir de là à là, c'était plus facile. Okay. Vu que j'avais moins fait d'entraînement avec les poids, je crois que mon endurance musculaire était un peu moins bonne sur les hautes répétitions, mais faire les 6-8 répétitions, c'était facile. Et est-ce que du coup, c'est aussi le fait que ton focus, ton attention est beaucoup plus présente dans le sens où tu sais que tu vas avoir un retour parce que plus tu vas aller vite, plus tu vas redescendre vite. Très bon point. Dans le moment présent, tu es dans ton intention qui est différente alors que quand tu es avec ton haltère, tu es dans le contrôle, tu viens pousser, tu n'es pas dans l'intention max alors que là, du coup, tu es en train de subir et tu es obligé vraiment d'être présent, sinon tu te fais écraser par... Comme dans le geste sportif, si tu joues au rugby, si tu regardes la demoiselle dans les estrades, tu risques d'être ramassé. Non, mais c'est ça que... Moi, dans mon garage, il n'y a aucune musique. On travaille avec un métronome beaucoup. Okay. Mais quand tu joues au rugby, tu n'as pas de musique. Quand tu joues au hockey, tu n'as pas de musique. Quand tu fais de la natation, tu n'as pas de musique. Donc, pourquoi apprendre quelque chose qui va te motiver? Non, tu peux pas. Le gym devrait te faire chier. Le gym, il faut que ça soit le pire. C'est que ça soit beaucoup plus pire que ta compétition. Donc, il ne faut pas que tu te motives. Il faut que tu te motives toi-même. Parce qu'il faut que ça fasse mal. Puis il y a certaines recherches qui ont été faites au niveau des zones du cerveau. Que plus tu vas haïr, plus cette zone-là va grandir. Mais chez les personnes âgées qui vivent vieilles et en santé, la zone est très, en anglais, on appelle ça mid-cingulate cortex, c'est Andrew Huberman qui expliquait ça. Ben, si tu prends tu prends des douches très froides, puis tu commences à aimer ça, ben, ton mid-cingulate cortex va commencer à rapetisser. Si tu haïs ça, il va augmenter. C'est très intéressant. C'est vraiment... Les gens obèses, ils n'ont pas des très petits, le singular, parce qu'ils sont toujours satisfaits. Ils mangent à pleine satisfaction. Okay. Les gens qui font un jeûne, ils augmentent. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que dans le fond, dans les expositions froides, si on va un peu plus loin, c'est que tu veux toujours le challenger ton exposition. Mais comme au chaud. Soit que. Ouais, ou même au chaud. Mon sauna va jusqu'à 100. Hier soir, il était à 108 Celsius. Mais, puis je me roulais dans la neige après. Bon, évidemment, on a de la neige finalement ici. Je me roulais dans le gazon, c'est une passée. La semaine passée dans le bois. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Plus tu fais ça, plus ton corps, tu as de la difficulté à le challenger, même à un moment donné, même dans le gym. Tu gardes ton souffle longtemps. À un moment donné, tu te poses même... Je faisais du surf, j'étais à Nazaré il n'y a pas longtemps, au Portugal, puis tu te poses des questions. C'est pas normal que je fasse ça à mon âge, je sais pas. Mais c'est correct, tu le fais. Parce que non, mais tu t'es rendu plus résilient aussi. C'est que c'est dans le fond notre corps, puis ça, c'est dans l'entraînement, c'est dans tout, hein. C'est qu'on améliore notre corps, être de plus en plus, puis notre esprit de plus en plus résilient. Puis c'est de même qu'on est meilleur pour faire face au stress, à tous les stress, là. Stress à l'entraînement, stress au froid, stress au chaud. Stress à la maison. Stress à... Mais non, mais c'est que si tu fais t'habitues ton corps. Dans le fond, ce qu'on appelle des stress hormétiques. L'entraînement, c'est une forme de stress hormétique. Les jeûnes, le chaud, le froid. C'est que tu t'habitues à être résistant au stress. Fait que les stress de la vie t'es beaucoup plus capable de faire face à ces stress-là. Fait que les gens qui ont de l'anxiété, les gens qui sont stressés, ben, ils devraient commencer à intégrer tranquillement ces petites routines-là. Puis de l'entraînement, je dirais que c'est le plus basique, le plus connu. C'est sûr que avec ta sécrétion de dopamine, ta sécrétion des hormones, bien,
tu es plus apte à faire face au stress de la vie parce que tu te sens mieux. Puis là, finalement, tu builds, tu construis là-dessus. Tout a l'air plus facile après. C'est sûr. Parce qu'auparavant, on était agriculteurs, on était chasseurs-cueilleurs. Se lever le matin, c'était un stress. Est-ce que je vais me faire manger ou je vais manger? Donc, le corps humain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait, mais il nous a fait pour ça. Mais là, depuis 50 ans, on s'est mis un peu comme le déclin de l'Empire américain, puis romain aussi dans le temps. Quand les Romains ont commencé à manger trop, les mêmes tribus barbares qui avaient été 400 ans avant, ils se sont fait botter le cul en 2 minutes. Ils reviennent, ils ont les mêmes équipements, ils rentrent dans Rome, puis ils s'emparent de Rome en une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'ils étaient repus. Le meilleur film que j'ai vu, moi, c'est Apocalypto de Mel Gibson. C'est vraiment intéressant. Ça se passe, près du Mexique, puis c'est juste avant que Christophe Colomb arrive ici. Puis là, les tribus Mayas puis Aztèques, ils avaient tout conquis. Ils étaient comme en paix. Il n'y avait rien. Là, ils commençaient à être gras. Là, ils commençaient à envoyer leurs propres esclaves, leur propre peuple. Ils jouaient des jeux, puis ils faisaient courir, puis ils lançaient des lances. Puis tu avais à te rendre dans un genre de tu avais environ un terrain de foot. Puis si tu dépassais le terrain de foot, ben tu étais libre. Mais il y en a un qui a réussi. On dit non, t'es pas libre. Fait que tout le long du film, pendant 2 heures de temps, il court après. Ah ouais. Il court. Puis là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, là, parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Ils parlent la langue. Mais à la fin, quand ils l'attrapent, tu vois les premiers navires espagnols arriver. Tu vois que c'est la fin du monde pour eux. Ils ont pu prouver que si les Espagnols seraient arrivés en 1392, en une semaine, ils seraient morts parce qu'ils étaient en état de guerre, ces gens-là. Ils étaient prêts. Moi, j'étais dans un avion en 2001 lorsque il y a eu les attaques. Je pensais que sur tu allais Leto. dire que tu étais là dans ce temps-là. Non, j'ai pris un avion de Montréal. On s'en allait dans le Wyoming travailler avec des athlètes. Puis lorsqu'il y a eu les attaques à New York, ils nous ont fait descendre à Green Bay. Puis là, on a pris un auto puis d'urgence parce que mon épouse a pensé qu'on avait une escale à Boston. Puis la plupart des avions sont partis de Boston là. Puis il n'y avait pas de nouvelles de nous. Moi, j'ai appelé ma femme quand le deuxième avion a frappé. J'étais à l'aéroport, fait qu'on a loué un auto, puis on s'est en allé dans le Wyoming parce que toutes les frontières étaient fermées. Donc, on s'est en allé, puis notre voisin, ben, c'était Dick Cheney. Fait qu'on s'est fait vérifier par la CIA qui était dans le Wyoming. Mais on était correct, on était en paix là pour une semaine. Mais c'est la discussion qu'on avait dans l'auto. On avait donné un lift à 2 personnes parce qu'il n'y avait plus d'auto à louer. Si on ne savait pas à 10 heures si c'était une autre guerre mondiale, là, on ne sait pas combien d'autres attaques, mais les Américains, ils étaient pas prêts à se battre. Là. Mettons que c'est les Chinois qui auraient attaqué, ils sont faits. Là. Ils sont tous gras, sont pas entraînés. Même, je lisais un article, la raison que les Américains ont rentré dans la Deuxième Guerre mondiale plus tard, il n'y avait pas assez de soldats en forme. Il y avait de la difficulté à les former déjà en 1940. Là. Donc, l'industrialisation, la domestication. Moi, j'ai 2 chats. J'en avais un que j'ai trouvé il y a 3 ans dehors. Si je le remets dehors, là, il est mort. Là. Il est rendu, il pèse le double mais c'est un chat, là. Il est pas keto, là, lui. Là, 3 ans, c'était Mike Tyson. Là, maintenant, c'est un... Yokozuna. Pourtant, il mange bien, mais il est beaucoup moins actif qu'il était avant. Puis on a même clôturé en arrière. Il ne peut même pas sauter à la clôture. Un matin, il va, un peu de neige, il rentre. Il va se coucher. Mais c'est comme ça. Mais avant, il voulait toujours. Donc, on peut le voir, ce qui se passe chez les êtres humains. Puis moi, j'ai travaillé longtemps en République tchèque, puis en Slovaquie, à la fin des 1990, puis je voyais qu'ils ont né dans le trouble. Parce que les athlètes là-bas étaient très disciplinés. Mais là, si tu retournes, on voit un déclin là-bas aussi. Parce qu'ils sont américanisés. À Prague, on ne voyait pas de Subway McDonald's là, 20 ans. Là, tu en vois beaucoup. Même en Chine, j'étais en Chine en 2019 dans les bases militaires, puis là, ils commencent à se plaindre des plus vieux parce que le peuple commence à grossir, commence à trop calme. Là, c'est moins bon. Mao, mais c'est ça qui arrive, il faut toujours avoir faim. Tu sais, on dit, là, mon équipe était affamée à ce soir. Ouais. Mais si tu étais bien plein, tu as mangé comme un cochon avant, mais tu n'as pas faim. C'est ça qui arrive. Moi, quand je donne des conférences, je ne mange pas. Je jeûne. La journée que je donne une formation, je ne mange pas du tout parce que je me garde. Ça me tient, mais ça me tient. Puis mes idées sont beaucoup plus claires, puis je suis moins. J'ai faim. Je veux donner plus, puis on a dit en québécois, je suis dans le game. Et du coup, on en vient, du coup, maintenant que vous avez le matériel, l'approche. Comment, ce qui est un peu moins fun, ce qu'on aime moins faire, comment on fait pour que le client ou l'athlète de hockey prenne conscience qu'il a besoin de plus? Parce que tu disais que tu étais consultant aussi pour des athlètes qui étaient déjà dans des ligues professionnelles. Comment c'est parce que toi, tu es connu et du coup, les gens viennent te voir. Peut-être vous, c'est un peu plus
nouveau. Donc, comment vous gérez cette approche de client? Parce que bien sûr, ça va générer de l'argent. Je vois souvent que c'est des jeunes aussi que vous avez. Comment ça marche en fait par rapport à ça, cette recherche de clients, cette relation avec l'argent? Comment vous arrivez à... Je dirais de mon côté, ça fait quand même longtemps que je suis dans le domaine. Puis ce que je vois, c'est que ça dépend des sports. Dans certains sports, l'argent, c'est jamais un problème. C'est même à la limite, une coach, une mère d'une patineuse artistique, quand j'ai dit les sessions de privé, c'était combien? Elle dit juste ça. Ouais, Parce que les autres sont habitués de payer très, très cher. La seule chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a certains sports qui sont pas faits pour toutes les classes. C'est probablement comme ça aussi en Europe et en France. Là. Ici, c'est sûr que comme le hockey, c'est un sport qu'au départ, Paul l'a dit tantôt, une paire de patins coûte 1400, les bâtons de hockey coûtent 350. C'est tout majoritairement maintenant, c'est un sport que c'est fait pour la société un peu plus riche. Comme le tennis, la même chose. Le golf, c'est des sports un peu plus... Donc, c'est sûr que le prix, c'est rarement le problème pour cette clientèle-là. Ça peut arriver, c'est normal, puis ça peut arriver. D'autres sports comme le soccer, le football, comme vous dites en Europe, eh bien là, c'est plus accès à tous. Hein? Ça coûte moins cher de jouer à ça. Donc, c'est sûr que là, rendu là, dans notre pratique, puis je crois que c'est pour Phil et Gab, c'est semblable aussi, on doit ajuster des fois des packages avec des plus gros groupes. Tandis qu'au hockey, on va faire moi, je pense que ça fonctionne semblable. On va rarement mettre plus que 4 joueurs en même temps en entraînement, puis on fait des petits groupes comme ça. Ça reste quand même sur du small. Fait qu'on va jouer avec des plus gros groupes pour pouvoir donner un service puis qu'il y a une préparation physique de qualité. Dans mon côté, c'est ça, j'ai pas un peu c'est pas mal ça. Mais il y a un aspect culture aussi, je dirais, dans les sports. Tu sais, le football, le hockey, le soccer, le foot. Tu sais, ils ont chacun leur propre culture aussi. Puis là, si tu essaies de rentrer avec, on va dire, notre façon de procéder, des fois, ça peut irriter où le monde est « Oh, OK ». Ben, tout dépendamment. Là. Fait que, tu sais, comme l'exemple le soccer, le foot, on dirait qu'en tout cas ici, ils ont moins la notion de l'entraînement, que c'est important pour se développer. Puis, ils ont plus l'aspect habileté individuelle, tactique dans leur sport directement. Au hockey aussi, ça commence à être de plus en plus comme ça, là, mais je dirais que justement, le soccer sont beaucoup plus comme ça, tandis que hockey, il y a encore le volet préparation physique et entraînement qui est dominant, mais ça commence à shifter de plus en plus vers les skills, comme on dit. OK. Ouais. Et ça, du coup, cette approche comme ça, parce que nous, en Europe, en France, la préparation physique, ça a été longtemps caché. C'était beaucoup le sport, la préparation, on commence à en parler. Quand maintenant, on commence à parler un petit peu de posturo, de respiration, ils nous regardent avec des grands yeux. Je pense que vous avez vous êtes quand même en avance par rapport à ça. Vous arrivez rapidement à l'amener au... C'est peut-être l'ouverture d'esprit, peut-être. On a une influence peut-être américaine qu'on a, je sais pas. C'est que nous, parce que la posturologie, vous prenez de la France à l'origine. Ouais, mais c'est vrai que nous, on n'est pas trop... Déjà, quand on parle de préparation physique, c'est hyper compliqué. Alors si en plus on dit qu'on le fait payer, c'est encore plus compliqué. Vous avez quand même cette barrière qui est un petit peu cassée. Je pense que c'est quand même un peu plus rentré dans les mœurs. Même le coaching privé, nous, de faire du coaching privé, ça existe depuis longtemps. Mais sur Perpignan, si je prends l'exemple, en termes de centre, si tu reviens de 10 ans en arrière... les gens veulent se mettre en forme en Europe puis ils vont aller courir dehors. Ouais, ils vont faire du vélo, c'est pas pareil comme ici, les gens, il y a la culture américaine. Je pensais que un verre de vin, moi, puis non. Ouais, probablement en faisant du basic. Mais c'est ça, on est quand même l'avantage ou le désavantage, ça dépend comment tu vois ça, d'être proche des États-Unis, puis veut pas l'approche marketing, l'approche résultat également. Moi, ce qui fait que ça fait peut-être 5 ans que j'ai commencé à avoir des cartes à faire, c'était de bouche à oreille pendant toutes ces années-là, parce que pourquoi j'avais des meilleurs résultats que les autres entraîneurs autour de moi. Donc, au bout du compte, si tu as des résultats avec tes clients, puis ça, c'est comme ça pour une perte de poids, pour une prise de masse musculaire ou pour des résultats en réadaptation et également pour la performance athlétique. C'est les chiffres qui vont parler, c'est les résultats. Puis après ça, tes athlètes qui ont des chums qui s'entraînent, que ce soit un jeune de 12-13 ans, les parents qui payent, ben, au final, s'ils voient que le jeune a passé de Bantam A, c'est un niveau de hockey très, très de base au Québec au hockey, ben, l'année d'après, s'il fait le camp du 3 lettres, qui est très avancé, ben là, les parents autour, ils veulent tous savoir pourquoi il est rendu là. Puis c'est la seule chose qui a changé, c'est la préparation physique, puis qui a fait de la posturo, puis qui se met à faire des exercices oculaires.
il va y faire les exercices oculaires. Donc, les gens, ils veulent des résultats. Le hockey au Québec, c'est vraiment une religion, là. On va le dire pour vrai, les choses c'est comme ça. Les gens ont de l'argent à dépenser pour le hockey. Après ça, souvent, ils ne vont pas le dépenser à la bonne place. On parlait tantôt de tout ce qui est entraînement sur glace, qui est... On a bâti un podcast, moi et Yann, la Zone A1, on veut parler de ces choses-là parce que les parents vont dépenser des milliers de dollars dans du extra, alors qu'ils ont déjà dans leur communauté, dans leur structure hockey, ils vont faire des pratiques sur glace, mais ils vont faire encore plus d'extra sur glace, mais pour des trucs super fins, des trucs de maniement de rondelles, des trucs de lancer, du power skating, alors que, comme on dit souvent, ils n'ont pas maîtrisé la fondation de tout ça. Donc, l'équilibre, par exemple, sur patin, qui est beaucoup plus important que d'apprendre à dribbler la rondelle. Le meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey, un joueur professionnel, c'est Connor McDavid présentement. Il touche la rondelle à peu près 1 minute 15, 1 minute 17 dans un match. 1 minute 15. Il y a 3 périodes de 20 minutes. Ce gars-là, il joue à peu près une trentaine de minutes par match, là, dans le meilleur scénario. Okay? Il touche la rondelle 1 minute 15. Il faut que ce soit efficace. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur, puis il est vraiment meilleur que tout le monde. Tu le regardes jouer, il a l'air d'un joueur sorti d'une autre planète. Ça veut dire que les joueurs en dessous de lui sont d'en bas de la minute. OK. C'est une folie, là. Donc, t'as des kids qui passent leur temps à travailler leurs mains. Qui a tout programmé. Puis ils ont un pied au sol qui tombe à l'intérieur, puis l'autre qui tourne à l'extérieur, puis ils sont pas capables de se tenir sur une jambe en équilibre quand t'es testes. Ils ont de la misère à virer à gauche. Ils ont de la misère à virer à gauche à cause de ce pied-là. Puis tu leur demandes de prendre sans lancer au filet, puis il y en a pas un qui touche la cible. Mais ils sont capables de défoncer la porte en arrière. Donc ils sont pas capables de cadrer leur lancer. Puis je rajouterais aussi à ça, c'est que souvent, mettons je vais prendre l'exemple que moi je travaille avec des équipes 3A. Puis, eux, ils ont 4 à 5 pratiques par semaine, 1 à 2, 3 matchs, voire même par week-end. Donc, ça 7 jours sur 7 sur la glace. Ils ont déjà du hors-glace avec moi. Puis, ils vont faire du extra de maniement de rondelles, power skating à l'extérieur en plus. Puis, ce qui arrive, c'est que, de 1, c'est beaucoup, mais de 2, c'est qu'ils vont négliger leurs entraînements qu'ils ont déjà avec leur équipe parce qu'ils savent qu'ils ont l'extra le soir puis que les parents ont payé ou peu importe. Puis pour eux, leur mentalité, c'est que ça, c'est plus important que les entraînements d'équipe quand ils ont déjà à leur disposition ce genre de ressources-là. Ça c'est aussi c'est notre travail d'essayer de sensibiliser les gens. Là. C'est quoi l'importance? L'ordre d'importance, c'est vraiment notre travail. Je crois qu'en Europe, vous vivez la même chose avec le soccer. Les athlètes jouent beaucoup au soccer, mais ils font moins de préparation physique. Oui, tu développes des habiletés, mais tu développes des habiletés avec le ballon, mais la game, la partie n'est pas juste ça. Là. Puis on réalise que, je trouve que c'est Cristiano Ronaldo qui a un petit peu changé la mentalité avec le soccer, avec le football européen. C'est que lui, il a mis vraiment un emphase sur sa condition physique. Puis comme on voit, il a performé à un très haut niveau. Puis il a fait probablement des buts à cause qu'il sautait plus haut que tout le monde, qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il n'avait pas mis autant d'importance à sa condition physique. Oui, bien sûr. Et sur ça, du coup, le volet de la préparation physique, ça, si on parle un peu en tarif, du coup, ça représenterait quoi pour un groupe? Là, vous prenez 4 jeunes hockeyeurs. C'est quoi? C'est en termes de tarifs? Hors saison? Ouais, hors saison, comment ça? Si tu inclus, comme on fait, comme Yann disait tantôt, on inclut souvent le suivi postural. Il peut y avoir de la nutrition qui est inclus là-dedans, mais ça peut tourner. Moi, je dirais là, un 2500 pour un 12 semaines. Là, c'est le tarif environ. Pour la off-saison? Ouais. OK. Ouais. Et ça veut dire combien? La off-saison, elle est sur 12 semaines. 12 semaines? Ouais, okay. Je te dirais entre 8 et 12 semaines, dépendamment de l'athlète, parce que. Quand t'es chanceux. Quand t'es chanceux. Ouais, quand t'es chanceux, parce qu'il faut le dire, au Québec, on a des jeunes qui viennent de la NCAA aux États-Unis. OK, ouais. Donc, leur saison finit pas de la même date que la Ligue junior majeure du Québec. Il y a des gens qui vont jouer, par exemple, Midget 3A, qu'eux autres, ils sont pas ailleurs dans le Québec, qui sont dans leur région respective, ils restent chez leurs parents. Ils vont avoir peut-être plus de temps qu'un jeune qui s'est rendu au plus loin qu'il peut se rendre avec son équipe. Nous, ici, au Québec, c'est la Coupe Memorial. Fait que tu peux jouer quasiment jusqu'au mois de mai, fin mai, là, si jamais c'est le cas. Okay. Donc, tu as moins de temps. Les gars arrivent, ils veulent pas s'entraîner le lendemain. Là, ils ont besoin de 2-3 semaines décompressées, puis après ça, ils vont peut-être avoir 6 semaines dans le meilleur des mondes. Donc, moi, je dis 2500 parce que c'est vraiment une moyenne. Là. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça tourne pour un groupe, là, ça va tourner autour de ça. Là. OK. Et la préparation physique, elle reste pas majeure, c'est sûr, mais pendant la saison,
quel est l'impact de... Ça, c'est un défi. Là. Ouais. Parce que j'ai... Avec mes professionnels, moi, j'ai accès. Mais avec les amateurs, les jeunes, ils font, malheureusement, au Québec, c'est là le plus gros. On peut voir là, qu'au Canada, on commence à être déficient. Là. On est... il y a 800 quelques mille joueurs de hockey répertoriés comparativement à 55 000 pour la Finlande. Puis les Finlandais sont seulement 3 fois moins repêchés que les Canadiens, mais ils sont 12 fois moins nombreux. Donc, ils ont un gros problème. C'est que le problème, comme nous au Québec, il y a encore ton voisin qui peut coacher dans la Ligue nationale sans cours. Là. Moi, je vous le dis, il y a 32 équipes dans la Ligue nationale, je fais un examen de base. Là. Juste là, physiologie 101. Il n'y a pas un des coachs qui passe l'examen, je vous le garantis. Non, aucun. Ça, c'est dangereux. Ton général d'armée ne sait pas comment... Le corps humain fonctionne. Il ne connaît pas l'armée. Comment tu peux... C'est inconcevable. Aux États-Unis, c'est tous des préparateurs physiques qui s'occupent des prep schools. Ça commence très jeune. Donc, chacun son métier. Puis les vaches, puis les moutons. Les préparateurs physiques dans les équipes de hockey professionnelles, c'est encore ces gars-là qui font les salaires les moins hauts et qui tapent les hockey des gars puis qui vont remplir les bouteilles d'eau. C'est encore comme ça dans des équipes, je ne vais pas nommer de nom, là, mais moi, je le sais parce que je connais des gens qui sont là. Puis ils sortent, ils font 2-3 ans, ils vont chercher la notoriété d'avoir travaillé pour une équipe de la Ligue nationale, s'ouvrent leur centre, tous les gens vont les voir là. Mais la job comme telle, c'est toutes des PME, les joueurs de hockey. Comme Paul il dit, ces athlètes qui sont pros, ils font pas le training du préparateur physique. Souvent, ils n'ont même pas les connaissances proches de qu'est-ce que sur la Ligue... La Ligue nationale, la plus grande ligue de hockey au monde. Là. Puis ça, on parle de ici en Amérique du Nord. Surtout les équipes canadiennes ou même... Partout. C'est sûr qu'il y a des endroits que c'est mieux que d'autres, j'imagine, là, mais de façon générale, les préparateurs physiques, même dans le plus haut niveau de hockey professionnel qu'on a en Amérique du Nord, c'est encore vu un peu comme... c'est le gars qui tape les hockey à côté. C'est de moins en moins comme ça parce qu'on se rend compte que ça prend ce volet-là pour que l'athlète puisse, autant au niveau de la récupération, qu'il puisse aller piquer au bon moment, qu'il ait sa meilleure forme physique pour les grandes compétitions dans l'année. Mais ce sont des PME. Donc, chaque joueur de hockey a la possibilité de dire, écoute, oui, ton training, c'est le fun là, qui est donné par l'équipe, mais moi, je paye déjà mon préparateur physique à l'extérieur. Ces gars-là se sont fait monter toute leur vie probablement par un préparateur physique. Ils veulent pas arriver dans l'équipe de la Ligue nationale puis changer leur méthode puis leur façon de faire. Donc, c'est très particulier parce que c'est ça que je te dis, c'est ceux-là qui font les salaires les plus bas puis... dans le fond, t'es supposé être au plus haut niveau là, quand tu te ramasses avec une équipe pro comme ça. Là. Aujourd'hui, les joueurs changent beaucoup d'équipe. C'est très rare qu'un joueur va passer plus que 4 ans qu'une équipe. Donc, il n'y a pas vraiment d'appartenance. Puis c'est ça qui est le défi. Moi, j'ai toujours refusé. J'ai eu beaucoup d'offres dans la Ligue nationale pour travailler comme préparateur physique. Je dis non, vous ne pouvez pas me garantir. Le salaire n'était pas adéquat. Mon épouse n'aurait pas été très, très contente du salaire. Mais en plus, vous ne pouvez pas me garantir que les gars vont être avec moi l'été. Parce qu'ils restent partout. Donc, je vais arriver là, il y a 82 matchs, à part les pratiques, à part les matchs pré-saison. Les gars, ils n'ont pas le temps de s'entraîner. C'est de la récupération. Les meilleures équipes, je prends un exemple comme Scott Livingston, qui a fait un travail colossal avec Montréal, mais avant d'être préparateur physique, c'est un thérapeute athlétique. Il avait un gros volet de prévention. Matt Nichols, la même chose, mon collègue qui était à Toronto pendant 8 ans, un des plus bas taux, malgré qu'il est préparateur physique, mais il a pris beaucoup de cours annexes par rapport à la prévention des blessures. Puis lorsqu'il y avait une bonne entente avec le coach, l'entraîneur sur glace, ensemble, ils faisaient les volumes par rapport au système énergie. Si tu as joué 3 minutes, ben toi, tu vas t'entraîner un peu plus. Si tu as joué 20, hop, garde les 3, OK, boys, regardez, vous allez faire ça aujourd'hui. Mais ils ne font pas ça. En anglais, c'est one size fits all. Tout le monde fait la même chose. Puis souvent, si tu regardes les pratiques, c'est toujours les mêmes systèmes énergie qu'ils font. Puis il y a beaucoup de temps. Donc, le gars, il va arriver dans le gym, ils ont des petits programmes, mais c'est juste pour, comme on dit en québécois, pour patcher. Puis c'est à vrai tout. Donc, c'est ça qui est le plus gros défi. Donc, du coup, la saison est longue. Pour revenir un peu à ce que tu disais, ta question, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, puis même là, on va aller dans le hockey mineur, c'est qu'on s'occupe de la préparation physique pendant la saison estivale, la préparation pour la prochaine saison, mais dans le meilleur des mondes, c'est que ça serait le préparateur physique qui fait la saison complète.
Mais là, c'est pour ça qu'on développe ADI, Athletic Development Institute, c'est qu'on veut, conscientiser, on veut donner l'information. Idéalement, c'est notre vision, c'est dans le meilleur des mondes, c'est que ça va changer. Je pense que c'est sur peut-être plusieurs années, peut-être, on ne sait jamais. Mais en réalité, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Mais là, finalement, il arrive dans sa structure, que ce soit au hockey, au soccer, etc. Tous les sports, c'est comme ça. Mais c'est pire au hockey, parce que tout le monde tire la couverte. Parce que c'est le plus gros sport ici, c'est le sport le plus populaire, c'est là qu'il y a le plus d'athlètes. Donc, tout le monde veut font une partie. Part du gâteau, quoi. Comme là, dans la région, le midget 3 qui était le meilleur calibre mineur avant de tomber junior, ben là, ils disent, bon, faut que tu fais rien d'extra de ce qu'on fait. Puis à la limite, ça pourrait être bien si la périodisation serait adéquate. Mais là, finalement, ce qu'ils font dans le gym, ben, ils sont, mettons, les 18 joueurs. Il y a un préparateur physique qui pourrait être correct, mais là, finalement, ça niaise. Il n'y a pas vraiment de suivi. Mais là, comment que les joueurs peuvent se développer si on ne met pas trop d'intérêt sur la préparation physique? Puis on le voit clairement dans une saison, c'est que les joueurs deviennent meilleurs à jouer au hockey parce qu'ils jouent de plus en plus, ils ont plus de volume, puis ils perdent la force puis la puissance au cours de la saison. C'est parce qu'il n'y a pas eu de maintien qui s'est fait pendant la saison. C'est ça qu'on veut changer. En tout cas, moi, c'est une partie que je veux changer. À la limite, dans une équipe comme la Ligue nationale, dans une ligue comme la Ligue nationale, il faudrait quand même réussir à intégrer des moments que, OK, il n'y a pas de pratique aujourd'hui, c'est un entraînement pour garder une certaine force, une certaine puissance, pour qu'ils ne sont pas comme ça au cours de la saison, puis le risque de blessure est plus grand, etc. Puis là, on voit certaines équipes qui ont plus de difficultés que d'autres, qui ont beaucoup de blessés. qui ont beaucoup de blessés, je n'aimerais pas de nom. Fait que dans le fond, le but, c'est d'un peu changer ça. Puis je pense qu'on a une bonne. Parce que pour se bonne représenter sur une saison, parce que là, je suis allé voir, j'ai eu la chance d'aller voir le match samedi. C'était super. Oui? Ouais. Il y a eu la prolongation Bon et tir au but, donc c'était super, un beau match. Et du coup, mon cousin qui habite ici me parlait, c'est peut-être 2 à 3 matchs par semaine. Ouais. Sur. C'est plus 3 82 parties. Ouais, ok. C'est plus 3-4. Donc, ils font 82 matchs sur une saison qui dure sur 6 mois. 6 mois plus les séries. Les séries peuvent durer 2 mois et demi. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, c'est là où en fait, c'est là la problématique elle se pose. Mais c'est-à-dire que vous avez des fois des hockeyeurs qui viennent vous voir pour une préparation physique, mais vous n'avez pas la possibilité de trop les suivre du coup pendant cette saison-là. Et c'est là où ils sont un peu livrés à eux-mêmes avec le préparateur qui est sa place. Ce qui arrive. Des fois, la vision n'est pas nécessairement la même. Puis ça, à la limite, ça, c'est correct. On est capable de vivre avec, mais est-ce qu'il a mis en place une bonne structure? Puis ça, peut-être qu'il voudrait, mais il n'y a pas les mains libres. Il y a les mains liées un peu parce que c'est le coach qui décide. Le coach n'a pas vraiment les connaissances sur la préparation physique. Donc là, l'horaire de la saison, des parties, des pratiques, c'est le coach qui l'a comme décidé ou l'équipe de coach. Puis le préparateur physique, il n'y a pas toujours, dépendant des équipes, il n'a pas toujours eu son mot à dire. Puis ça, c'est là que c'est problématique. C'est lui qui devrait être en charge du calendrier. Parce que vous pouvez être en relation avec vous êtes en relation avec le préparateur physique de l'équipe en question ça dépend. Certaines équipes, oui. Certains endroits, oui. Après, c'est une question d'ego, en fait. Quand il y a une belle ouverture d'esprit, il n'y a pas trop d'ego. Moi, je travaille avec 16-17 équipes pendant l'année, donc de haut niveau. Puis, avec les coachs, la première année que je suis rentré, là, ça fait 3 ans que j'étais avec des équipes. Mais au début, là, c'est les gars de gym, il n'y a rien à voir dans mes affaires, mais autant qu'il y avait de la difficulté, eux, à faire une planification d'une semaine. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils allaient faire la pratique du lendemain. Mm-hmm. Puis moi, quand je suis arrivé, je leur demandais c'est quoi leur planification annuelle pour que je fasse la mienne autour parce que je comprends que dans une saison, ce qu'il va prioriser, c'est veut pas, ils veulent gagner des matchs, même si ça devrait être le développement. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, je serais d'accord à prioriser la glace, puis OK, certains matchs plus importants que d'autres, des tournois, ainsi de suite. Donc, de planifier autour, mais si eux-mêmes n'ont pas la propre planification de qu'est-ce qu'ils vont faire, là, ça devient difficile. Puis là, tu vois, ça fait 3 ans, puis là, ça commence. Là, ils commencent à se rendre compte que, OK, en plus, j'ai joué au hockey au niveau, donc il connaît la game, il sait qu'est-ce qu'il fait dans le gym, c'est pas juste le gars de gym. Donc, là, ça commence à intégrer, mais c'est pas de même partout, là. Est-ce que du coup, avec la structure que vous êtes en train de monter, ça pourrait être consultant pour... C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est ça. De créer, en fait, d'apporter une méthode, une façon de faire. Et créer une synergie entre tous les gens. Puis dans le fond, c'est de comprendre. Ouais. Quand tu comprends que le préparateur physique peut t'amener à avoir des meilleures performances avec tous tes joueurs individuellement, mais aussi en tant qu'équipe, pas juste pour les matchs, pour les phases
dans l'année où c'est plus important d'aller chercher cette pic de forme-là, mais également pour que chaque pratique, écoute, c'est les mêmes zones du cerveau que tu vas avoir besoin pour comprendre un jeu tactique que qu'est-ce que tu es en train de faire musculairement dans une tâche motrice sur la glace. Donc, à un moment donné, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu vas faire dans une journée parce que tu peux pas taper dans tous ces mêmes systèmes-là puis penser qu'il va y avoir une rétention autant des qualités physiques que tu veux travailler que la rétention des schèmes de jeu que tu enseignes à tes joueurs sur la glace que les pratiques vraiment plus physiques de hockey. Donc, notre job, c'est de diviser tout ça. Il y a des gens qui spécialisent là-dedans. Ben, donnons-leur l'opportunité de s'exprimer. On en revient toujours à ce principe de pyramide où en fait tu as une base et c'est ce qui permet qui va impacter le reste. Et du coup, si tu la développes en premier. Exact. Je rajouterais même que tantôt on parlait de qualité musculaire, que dans une saison, on parle de la force, de la puissance. Mais tu sais, ça, c'est l'effet résiduel, tout simplement. Que, tu sais, l'exemple, la vitesse, tu perds ça en 5 à 7 jours. La force, environ 30 jours que tu commences à en perdre. Mais tu sais, le coach, il n'a aucune notion de ça, aucune connaissance. Puis la vitesse, lui, le coach, il est sur la glace au moins 4 jours, 4 pratiques avec les athlètes. Nous, en tout cas, moi, dans mes structures, j'ai les ai 2 à 3 fois quand je suis chanceux. Parce que moi, c'est tout le temps, on va skipper le gym aujourd'hui parce qu'on a eu un gros week-end. On va skipper. Fait que c'est tout le temps nous qui se fait couper l'herbe sous le pied. Puis, ce qui arrive, c'est que la vitesse, ça serait une super belle façon de la travailler sur la glace et de la maintenir. Mm-hmm. Mais là, les coachs, eux, souvent, ils vont faire patiner pour les faire chier puis les punir. Quand ça pourrait être intéressant puis planifié, programmé par le préparateur physique, entre autres. Mais ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Là, mais... C'est pour ça qu'avec l'ADI, le but, c'est que même le coach, il n'est pas nécessairement en préparation physique, il n'est pas un kinésiologue, il n'a pas encore de formation, mais il coach, mais il va pouvoir avoir accès à ces formations-là. Puis à la limite, s'il n'applique pas directement lui, il comprend ce qu'on fait en arrière. C'est ça un peu l'objectif. Ben, c'est ça, puis il y aurait des modules axés pour les intervenants dans le sport directement. Et comme tu disais, ça fait penser, on a reçu le préparateur physique de l'équipe de France de rugby sur le podcast de Rebound. Et du coup, lui, comme c'est le préparateur de l'équipe de France, les joueurs, il les a pas toute l'année. Du coup, c'est un peu le même principe. Ils sont dans leur club et tout. Alors, j'ai regardé ce podcast. Ouais, c'est cool. Et en top 14, il y a quand même la préparation physique est quand même bien développée. Mais ce qu'il nous dit, c'est vrai que du coup, il fait beaucoup le transfert de travail de la vitesse, de la puissance, mais sur le terrain. Parce qu'au lieu de rester dans la salle et être enfermé, perdre du temps, ils vont mettre directement en pratique, comme tu disais, s'ils pouvaient directement mettre en pratique sur la glace, à patiner, à travailler sa vitesse, sa puissance, c'est ce que tu pourrais directement faire. Et c'est vrai que c'était ça qui était intéressant, de dire, au final, moi, je les ai peut-être... là, il y a eu la Coupe du Monde, il les a eu 8 semaines, donc ils en ont fait dans la salle. Mais dire après, quand c'est destination, quand c'est autre chose... c'est très léger, les mecs ils arrivent 4 semaines avant et du coup ça se passe beaucoup sur le terrain avec les capteurs, avec toutes les données qu'ils arrivent à recruter. Toi tu as fait tant de temps sur du 35, du 20, toi il faut que tu fasses ci, ça et pouvoir répartir un peu mieux. Et c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait retrouver logiquement sur... C'est de la communication, c'est mettre l'ego de côté, puis c'est de travailler ensemble tout simplement, puis intelligemment surtout. Parce que, ça passe par l'éducation encore là, des intervenants. Moi ça fait 40 ans que je me bats le voisin qui a joué au hockey, même s'il a joué dans la Ligue nationale, il n'est pas qualifié pour coacher le jeune. C'est pas parce que tu étais à l'hôpital une fois que tu es médecin. Là. Non, mais c'est complètement... non, mais on le voit, là, on voit les chiffres, on le voit. Ça fait longtemps que j'ai sonné l'alarme, ça fait 40 ans. Puis c'est des dinosaures. T'sais, moi, je me rappelle, il y avait un directeur gérant du Canadien de Montréal il y a quelques années qui a mis dehors le coach. Il a pris le coaching par intérim, puis il a fait 2 pratiques dans la même journée. Il était tout content de ça. C'est un ancien joueur de hockey que je ne nommerai pas, qui a joué assez longtemps pour Canadien, qui est de renommée, mais qui n'a aucune espèce d'idée quoi faire avec un athlète. Puis les gars, ils n'ont pas bougé pendant 4 jours. Hey, en anglais, ils appellent ça un backskate. Ils veulent les punir comme ça, ils veulent lui montrer c'est qui est le patron. Hey, c'est con, tu vas perdre tes 3 prochains matchs. Tu vas peut-être blesser aussi des joueurs pour l'année. Mais ça, c'est un manque d'éducation. Puis c'est pas juste un manque d'éducation. Tu n'es pas qualifié pour le poste. Je m'excuse, c'est tout. Tu peux pas... Ça prend des examens, ça prend des tests. Tu peux pas être médecin. Je vais être médecin. Non, ça ne marche pas comme ça. Là. C'est dans tous les sports. Ouais. Tu disais tantôt, tu fais de la natation. C'est le même principe. Là. Sa spécialité, c'est faire des sprints. Puis juste pour comme faire chier ou punir ton athlète, tu lui fais faire sans longueur. Mais ça n'avait pas les bons systèmes d'énergie. Non, c'est ça. Mais là, la natation, c'est encore autre chose de la préparation physique. C'est des grandes questions autour de ça parce que pour appliquer de la force,
il n'y a pas d'objet solide, c'est un appui qui est fluide. Et là, du coup, c'est encore plus la question de est-ce que la préparation physique, c'est utile, comment on peut la travailler, comment c'est intéressant. Et du coup, est-ce que Paul, tu pourrais apporter peut-être un petit peu comment tu as travaillé, toi, par rapport à ça, sur la natation, vu que tu m'as dit que tu avais une athlète Marianne qui avait été... Lempert. Mais nous, dans le temps, il y avait des vrais maillots. Donc aujourd'hui, non, mais moi, j'ai jamais compris l'histoire des maillots qui t'aident à flotter. Ouais. C'est comme si je fais du vélo avec un moteur en arrière. Le but, moi, les filles devraient avoir un petit bikini. Les codes d'écoute montraient encore. Puis les gars aussi. Dans le temps, si tu regardes les anciens films, les gars, il y avait un petit speedo, c'est tout. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de muscu. Parce qu'il y avait besoin d'un taux de gras un peu plus élevé pour flotter. Moi, je flotte comme une roche. Donc, c'est ça qui arrivait. Donc, maintenant, avec les One Piece, c'est complètement con. Tu peux te baraquer comme ça, puis tu vas être correct. Mais c'est quoi le but de nager? C'est flotter. C'est comme le powerlifting avec les c'est complètement straps con, partout. mais c'est pas un sport. Le powerlifting, c'est pas un sport. Ils reproduisent des tendons puis des ligaments avec Non, des ça produit structures. des crises cardiaques, ça, c'est ça que ça fait. C'est ça. Mais pour la natation, fait que là, maintenant, on peut voir qu'en préparation, les gens vont mettre beaucoup plus travailler au niveau de la puissance et de la force à cause de l'effet de flottaison. Même si la fille est beaucoup plus baraquée, puis le gars aussi qu'avant, aucun problème. Ils ont le costume qui va les tenir. Donc, c'est là-dessus, on peut voir. Regarde les physiques aujourd'hui. Là. Les sprinteurs, tu retrouves des gens qui font 100 kilos. Ah ouais, mais avant, tu voyais souvent des nageurs qui avaient un petit bourrelet. Tu en voyais souvent, là, ça. Là, 30-40 ans avant l'avènement des maillots flottants. Bah, c'était même posé, ça avec les jackets, c'était aller encore plus loin, c'était la combi intégrale. Ah, c'est complètement con. S'il poussait très fort contre le mur, il allait jusqu'au bout. Quoi. Écoute, c'est que le but, c'est de flotter. Ouais, mais c'est des cons. La tâche de nager, c'est d'apprendre justement à bien flotter aussi. C'est justement. Ben, là, tu t'aides à flotter. OK. Je vais mettre un moteur en arrière de mes patins. Au final, tu priorisais le mec qui était le plus athlétique et non pas celui qui avait une qualité et qui avait essayé de travailler un petit peu. Comme ça. Quand tu les vois nager, certains, c'est en force. Parce qu'aussi, les nageurs, ils n'ont pas un très bon système proprioceptif. Je me rappelle, lorsque j'ai travaillé avec ma nageuse qui est championne olympique, on faisait un test dans le temps, c'est comme il y a 20 ans, on les assoyait sur un ballon suisse, on faisait lever une jambe, les yeux fermés, elle tombait à terre tout de suite. Ben, t'es une super athlète. T'es championne du monde 4 fois 200, les 4 nages 200 mètres. Mais pas aucun, mais on l'a travaillé. Puis même, elle avait de la difficulté à respirer vers la gauche. Après un certain temps, elle a même battu son record du monde après 6 mois, parce qu'on a rebalancé. Puis son équilibre hors-eau était beaucoup mieux. Les gens ne faisaient aucune préparation en dehors de l'eau. Il y avait toutes des padelles, ils ne faisaient rien, fait qu'il n'y avait aucun équilibre. C'est le problème, c'est qu'on bâtit, avant d'avoir un athlète, ils veulent en faire un nageur, alors que d'abord bâtir la personne hors de l'eau pour après la construire. Les volumes étaient trop élevés. Les sprinteurs faisaient du 3000 mètres par jour. Hey, arrêtez ça. Mais c'était ça. Ah, c'est la base. La base de qui? T'as appris ça de Aquaman? Quoi, t'as appris ça? non, mais c'est parce que lorsque tu creuses, ça retourne à Mathusalem. C'est ça qui est le problème. La même chose. Hey, c'est pas parce que le tel pays a fait ça que ça a marché. Là. C'est de l'anecdote. Là. Ouais, ils ont pris un exemple qui a marché et du coup après ils vont le reproduire sur la totalité alors qu'en fait quand on voit les systèmes de certains entraîneurs ils font la même chose pour les 20 nageurs. Alors que t'as un mec qui va faire du 200, qui va faire du 400, du 800, du 1500 et ils vont quasiment prendre les mêmes volumes. Un sport que c'est grave, ça c'est la boxe. Il fait encore des entraînements de Rocky. J'ai entraîné des champions du monde, moi. Puis les coachs, non, faut qu'ils courent son 5000 par jour. Pourquoi? Il fait de la boxe, il court pas? C'est pas un coureur? C'est quoi? Aussi, j'ai fait, je me batte avec les coachs de boxe. Mais c'est encore là. C'est bon pour la tête, ça les prépare mentalement. C'est resté avec Rocky. Mayweather faisait ça, mais c'est pas parce que c'était le meilleur boxeur au monde, puis ça fait pas si longtemps qu'il faisait ça, c'était son père qui l'entraînait, Mayweather. Ça donne que c'était le meilleur. Il dit, mais il courait tout le temps. Ouais, mais lui courait, mais c'est pas une obligation, c'est de la boxe que tu fais. C'est de l'anecdote, ça. Et ça, du coup, sur la... Quand je travaille avec les haltérophiles, c'est la même chose. La plupart des coachs, ils font venir des pays de l'Est, mais ils n'ont jamais travaillé avec des athlètes clean là, dans des pays de l'Est. Donc, ils arrivaient ici, le drug testing est énorme, fait qu'ils n'ont pas de résultats. Moi, je me rappelle, aux États-Unis, ils avaient engagé un Roumain, je pense que c'était Dragomir Siroslan, mais à Colorado Springs, ils n'ont jamais rien fait. Parce que lui, il travaille avec des athlètes dopés tout le temps. Il arrive aux États-Unis. Il fait n'importe quoi, ça marche. Non, mais pas juste ça. Le volume. Ils s'entraînaient de façon bulgare 5 fois par jour. Ils ne peuvent pas faire ça ici. Ils vont mourir. Donc, c'est ça qui est... Les protocoles, c'est pas... 5 fois par jour en haltéro. Oui, ils faisaient ça en Bulgarie. C'est le système bulgare, mais ils étaient tous assistés. Non, mais ils étaient drogués, donc tu ne peux pas faire ça ici. En 72, mon beau-père, il était en charge des vestiaires au Forum. Mais il a vu les gars, les Russes, ils ont levé leur chandail. Ils pensaient que c'était une compétition de bodybuilding.
pendant que Phil Esposito prenait sa cigarette, puis l'autre dans l'autre chambre. On se dit, on s'en fait. Manger des hot dogs. Mais c'était ça, les gens fumaient entre les périodes au Québec. Mais ces gars-là, ils étaient moins bons joueurs d'hockey. Ils ont presque gagné la série du siècle contre Canada. Mais ils étaient la plupart, il y avait quelques vitamines qu'on n'avait pas accès. Là. J'ai une anecdote d'un athlète que j'ai déjà entraîné, il a joué en KHL en Russie, la deuxième meilleure ligue au monde. Puis il m'expliquait que ça se passe vraiment comme ça encore. Là. Lui, il a pris sa retraite l'an passé, c'est tout récent. Là. C'est que le docteur, il rentre dans le vestiaire, il pointe le joueur russe, parce que il prenait juste les Russes. Le Russe le suit. Là, lui, ça a donné qu'il a comme vu ça, il dit, tu fais comme si tu le vois pas, mais il injecte, il dope clairement son athlète. C'est bon, tu peux retourner. Puis là, finalement, ils font ça avec tous les Russes. Puis, Dans tous les sports. C'est institutionnalisé. Il dit dans le gym, il dit c'est les plus paresseux, mais ils sont tous baraqués, ils sont tous forts. Il dit ils mettent 2-3 plates, ils font même pas des demi-squats, ils font des quarts de squat ou à peine. Fini, mon workout est fait. Il dit c'est tous des jackés. Nous autres, on se bague, on travaille fort dans le gym, on est tous plus petits qu'eux. Ça, c'est le même docteur qui est rentré à l'hôpital une fois puis qui est rendu médecin. Ouais, c'est le même, ça. Non, mais après, probablement, on le sait pas, mais on parle pour parler, mais probablement que ça vient du gouvernement. Là, je dis, c'est pas le docteur que je dis. C'est une culture. C'est une directive. C'est une culture. C'est triste parce qu'ils ont eu de la misère à rentrer des Olympiques. On les laisse rentrer. On ne sait pas à quel prix. Là, ils ont trouvé une autre façon. T'sais. Et du coup, on parlait de natation. Moi, je me suis un peu penché sur le travail de la respiration, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que toi, tu travailles la respiration, j'ai vu, je pense que vous êtes aussi axé sur ce travail-là, peut-être de la respiration. Pourquoi t'en es venu à travailler sur la respiration? Qu'est-ce qui a fait que ça a été un déclencheur pour toi? Ben moi, je suis un ancien lutteur olympique de haut niveau, puis mes coachs, c'était des Russes, puis ils nous faisaient faire de la... ouais. C'est pour ça qu'ils étaient plus gros. On faisait de la lutte sous l'eau, même, dans une piscine de 12 pieds. D'accord. Donc, on a appris longtemps, on a vu, ça peut être intéressant. Mais j'ai commencé à travailler de l'hypoventilation il y a environ 7-8 ans, au lieu de travailler de l'hyperventilation. Puis on a eu des bons résultats avec ça. Donc, on travaille avec les skieurs, je travaille beaucoup d'athlètes qui travaillent en altitude, puis on voyait que ça les aidait beaucoup, beaucoup par rapport à... Parce que le truc, c'est, si je travaille avec Yann, puis il va augmenter sa vitesse sur la glace, il ne faut pas que je travaille trop en endurance, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 8 semaines des fois. Donc, comment je peux travailler, parce que c'est pas vrai que ça travaille la VO2, elle l'améliore pas vraiment, mais comment je peux travailler le métabo-réflexe? C'est-à-dire que, comme lorsque son cerveau va percevoir que son système respiratoire est en détresse, mais il va couper ce qui marche. Au hockey, c'est surtout les jambes, donc il n'y a plus de jambes. Comment qu'on peut avoir un délai dans le métabo-réflexe? Chez les filles, le métabo-réflexe est mieux. Une fille, pour le même pourcentage, a beaucoup plus de capacité à faire de répétitions, à la même intensité. Donc, quand j'entraînais les sœurs du Four-la-Pointe, les meilleures skieuses de boss, là, ils ont fait 1 et 2 aux Olympiques à Sochi. Ils ont gagné même des Coupes du monde. Les 3, c'est les seules 3 sœurs dans une Coupe du monde de ski qui ont fait 1, 2, 3. Mais ils s'entraînaient avec mes joueurs de hockey de la Ligue nationale. Ils ne sont jamais entraînés avec des skieurs. Mais souvent, ils vont faire 5 séries d'un genre de circuit d'entraînement, puis mes joueurs faisaient 3. Là, ils étaient là, pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'essayez, on voyait que les chiffres baissaient. Mes filles, même des fois, à 6 séries, les chiffres montaient. Donc, on peut le voir. Donc, le but de travailler en hypoventilation, surtout avec l'iso inertial ou des mouvements à haute vélocité, c'est d'emmener un délai au métabo-réflexe. Donc, s'il est bon pour 10 secondes à telle intensité, puis qu'il y a le métabo-réflexe qui rentre, bien, j'essaie de l'emmener jusqu'à 15 à 20. Un peu comme la créatine fait. La créatine, elle a un impact à court terme au niveau de l'ATP. Donc, tu vas avoir un peu plus long. Ce qui rentrait en 10 va peut-être allonger à 12, 13. Parce que c'est ça, au niveau de la créatine phosphate. Donc, c'est ce qui va arriver par rapport au niveau du cycle de Krebs. Donc, il y a un impact en rapport à ça. Beaucoup, beaucoup. Puis au niveau de la posture aussi, parce que lorsque différentes techniques de respiration, tu vas utiliser plus au niveau des ponts, au niveau du mésencéphale, au niveau des pendants, au niveau des chaînes de flexion, d'extension, où tu vas regarder en même temps que tu vas faire ton exercice. Puis si tu prends des appareils de restriction respiratoire, mais tu vas créer encore plus de résistance, mais en plus travailler au niveau biomécanique du diaphragme. C'est ce qui fait la différence dans nos méthodes. On travaille beaucoup la mécanique du corps avant de juste faire l'hypo. Ça, c'est un peu con parce que tu dois avoir un volume, une capacité aussi. Qu'est-ce qui te fait respirer? Bien, les intercostaux,
tu as une partie des pectoraux, une partie du diaphragme qui fait ça. C'est comme on voyait que ce qui nous fait respirer, ce sont des muscles. Mais au final, on les a jamais entraînés Non, que par la exactement. conséquence de l'activité. C'est comme moi, je l'ai amené assez humblement. J'ai regardé, il y avait un peu le Aerofit. Après, je suis tombé sur le Breeze Way Better, sur des appareils comme ça que j'ai essayé de travailler. Et à chaque fois, on me disait, ouais, mais comment tu fais pour le travailler? Et ouais, mais moi, je vais le mettre avec ci, je vais le mettre avec ça. Non, mais tu veux faire une série, qu'est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux travailler sur le temps? Est-ce que tu veux qu'il soit régulier, qu'il fasse du 1,05 tout le temps? Est-ce que c'est les coups de bras? Est-ce que c'est la respiration? Et c'est qu'en fait, ils voient ce produit qui semble miracle pour eux et ils veulent essayer de le mettre directement, alors qu'en fait, à la base, non, mais est-ce qu'il sait respirer? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, je me suis dit en arrivant à la natation, ça fait 3 ans, je me suis dit, c'est les mecs qui vont être hyper relax, ils n'ont pas de problème. J'arrive, tout le monde aux épaules, et tout le monde les épaules flinguées. Et pareil, sur la respiration, en fait, ils étaient dictés par leur respiration, c'est-à-dire qu'ils la maîtrisaient même pas. C'est juste qu'ils pensaient qu'à respirer. Mais tu démarres, tu es à un 1500, tu vas faire 1500 mètres, tu es à partir de 200 mètres, tu penses déjà qu'à respirer. Je vois pas comment tu peux aller chercher une question de performance. Et du coup, c'est vrai que ces appareils-là, je commençais à me dire, il faudrait travailler peut-être au niveau respiratoire, travailler les muscles. Et du coup, tu as travaillé Moi, il y a un test que je fais. Tu prends un ballon, une balloune, mets-la dans la bouche. Je te garantis qu'il y a presque une personne sur 2 pas capable de gonfler un ballon. Ouais. Donc, ils ont des problèmes. On appelle ça la respiration paradoxale, surtout chez les athlètes. Ils inspirent, mais ils rentrent le ventre. Ouais. Puis ils expirent, ils sortent le ventre. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est con, mais les gens ne savent pas respirer. Un bébé, un enfant de 2-3 ans, donne-lui un ballon, il va le gonfler tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de lobe frontale encore, il n'est pas développé, donc il n'y a pas de stress. C'est causé par le stress. C'est des mauvaises. La position assise augmente beaucoup ça, mais c'est le stress. Puis ça, si tu ne le travailles pas, ben, tu ne le sais pas. Et ça, du coup, pour articuler, parce que c'est toujours pareil, on a une question de temps. On est toujours bloqué par le temps. Est-ce que vous priorisez, dites, début de saison, on va se dire, allez, on va aller travailler d'abord sur la posturo, ça va être mon 50% de ma séance, puis après un peu de respi, et puis après ma préparation physique. Est-ce qu'après, je vais du coup réduire ma posturo parce que j'ai réglé quelques problèmes et c'est juste de l'entretien? Comment vous arrivez à articuler par rapport à tout ça? Parce qu'au final, nous, on vient nous voir pour faire de la préparation physique, mais on fait des fois un peu tout. jamais ça. Enfin, on fait ça qu'au bout de 4 à 6 semaines. On est rendu psychologue. Ouais, voilà. Ça, c'est encore autre chose. On est là pour écouter les problèmes des gens. Mais comment vous arrivez à... déjà, en plus, sachant qu'ils ne sont pas là avec vous toute l'année, comment vous dites, là, je vais partir sur tel axe ou tel axe. Qu'est-ce qui vous font faire moi, des de mon choix? côté, je te dirais que maintenant, je suis mes athlètes durant la saison en ligne pour m'assurer que quand ils arrivent au printemps, sont prêts à entamer le processus d'entraînement. Donc, plus je suis rapide à commencer le processus d'entraînement, ma préparation générale, plus je vais pouvoir faire du spécifique. Puis s'il y a des pépins qui arrivent à travers l'été, j'ai une marge de manœuvre. Donc, si je compte juste sur mon athlète arrive, puis je vais commencer à faire la balance structurelle à ce moment-là avec la posturologie, puis les exercices de patron moteur, je suis dans le pétrin, là. Parce que ça veut dire que je vais peut-être avoir besoin de 4, 6 semaines, 8 semaines avant de vraiment commencer à pousser mon athlète. Comme Paul le disait tantôt, le but de préparer un athlète, c'est de l'entraîner plus fort que la demande de son sport. Donc, si je passe mon été juste à faire de la récupération parce que la personne est blessée, ça marche pas. Donc, le volet aussi qu'on veut entamer, c'est également, comme on parlait tantôt, tout ce qui est le in-season, donc la partie quand l'athlète est dans sa saison, de faire un suivi avec lui pour qu'il arrive l'été, il ne soit pas tout pété, hein, et qu'il ne soit pas flingué, comme tu as dit. Donc, pour moi, ça passe vraiment par le suivi. Une fois par mois, je me réserve 2-3 jours dans ma semaine, puis je scanne tous mes gars. Je prends 30 minutes avec eux, on change les exercices, on s'assure qu'il n'y a pas de douleur, puis écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gars arrivent au début de l'été, puis ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas mal. Ils n'ont pas besoin des massothérapeutes, même du... c'est encore là. Il y a des massothérapeutes qui s'occupent des gars blessés dans les équipes sportives. C'est un non-sens, mais bon. C'est cool les massos, mais ça ne devrait pas être eux qui font la réhabilitation. En France, nous, c'est les kinés qui sont masseurs. Et vous, c'est vraiment qu'une particularité d'être masseur sans forcément... C'est parce qu'en théorie, ça devrait être un thérapeute athlétique là, qui est en charge, mais des fois, ça arrive que c'est un massothérapeute que cette... Mais du coup, le massothérapeute, c'est juste background, c'est... C'est un massothérapeute. Il fait des massages. Ok, massage. Il n'y a pas de... Parce que le kinésithérapie, kinésithérapie, il fait tout.
Lui, il a son background de 16 C'est ça. ans d'anatomie. Exact. Exactement. Il est quand même un peu plus formé que je pense. Ok, ouais, Moi, donc c'est vraiment le mec qui vient juste masser. Ouais. pour récupérer. Ok. Ah ouais. Puis souvent, c'est dans les équipes, peut-être pas la Ligue nationale, mais les équipes sportives là, un peu plus de plus bas niveau, tu vas souvent avoir un massothérapeute. Moi, je communique avec ces gens-là. Puis bon, souvent, évidemment, on s'entend pas vraiment là, parce que les autres vont faire du traitement articulaire. Ils vont s'imaginer qu'en détendant une région musculaire, que l'athlète va être prêt à recommencer à jouer le lendemain parce que là, il a dit « Ah, je me sens mieux. » Puis finalement, les gars, ils recassent, là, évidemment, comme on sait. Là. À la fois, ils ont juste mis un plaster. Là. Ils ont juste mis un bandeau. Ouais, bien sûr. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis plaster, puis ils l'ont enlevé. Mais moi, je travaille un peu comme de la même façon que Gab, là, ceux que j'ai pas dans mes équipes, J'espère. que je suis... c'est lui qui m'a formé. Mais ceux que j'ai pas dans mes équipes, que j'ai pendant l'été, j'ai su pendant la saison, du mieux que je peux avec, au minimum, avoir un check-in suivi avec eux. Et pour ceux que j'ai dans les équipes, ben, c'est variable vraiment en fonction des équipes parce qu'ils n'ont pas les tournois au même moment. Les entraîneurs, ils n'ont pas de planification. Fait que je fais un peu le mieux que je peux. Fait que ça va varier beaucoup d'équipe en équipe, de catégorie en catégorie. Il y a des équipes qui ont 3 tournois dans l'année. Il y en a que, tu vois, j'ai une équipe que là, ils s'en vont à partir de la semaine prochaine. Ils ont 3 tournois back-to-back-to-back Ok. sur un mois. Fait que c'est juste des tournois. Fait que je risque de peut-être même pas les voir. Ouais, ou même pas leur Zéro. Ouais. Donc, tu sais, ça joue beaucoup sur qu'est-ce que je vais voir. Fait que c'est quasiment, dans le fond, une planification, c'est fait pour être ajustée, mais dans le cas d'une saison de hockey, quand tu as une équipe, tu ajustes très souvent. Ok. C'est sûr que le principe, c'est qu'en posturo, si tu vois l'athlète et tu ne l'as jamais vu auparavant, ben c'est sûr qu'il va y avoir un travail à faire. Mais idéalement, c'est que moi, j'aime ça qu'il y ait une petite routine d'exercice, qu'il ait ses yeux à faire, d'exercice pour ses pieds, que peu importe que du vestibulaire, peu importe, c'est qu'il va avoir une petite routine à faire en échauffement tous les jours. Fait que je le considère même pas dans. Oui, c'est de la préparation, mais pour moi, Ouais. c'est comme si c'est un devoir. Là. Tu veux être un athlète, tu fais tes devoirs tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose que c'est intégré dans leur quotidien. Puis environ une fois par mois, ils ont des nouveaux exercices. Que ce soit en personne, que ce soit en Zoom maintenant. Là, le COVID a fait des choses de bien. Il m'a appris à travailler sur Zoom. Ouais, mais bien sûr. Non, mais c'est rendu plus la normalité de travailler en vidéoconférence. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, justement, on peut corriger. Là, je regarde comment il fait ses exercices. OK, on change ça, tu l'as acquis, c'est bien intégré. On change les exercices. Donc, ça, c'est au day-to-day. Puis, tout dépendant, comme j'expliquais, c'est sûr que idéalement, puis ça, c'est quelque chose, c'est une bonne idée, Gab, de commencer pendant la saison déjà. De repérer les petits trucs que tu peux Ben gérer, oui, parce que si l'athlète est assez sérieux, puis il y en a qui le sont. Des fois, ils ont besoin de se faire tenir par la main, mais des fois, il y en a qui sont assez sérieux pour entreprendre par eux-mêmes, faire des devoirs à la maison. Mais c'est sûr que pendant une saison, puis le hockey, c'est un sport qui est complexe sur une lame. Tu as un bâton, tu es désaxé un peu et les joueurs ont besoin de ramener une balance, un équilibre sur leur corps. C'est super important si tu réussis à le faire parce que, comme Gab a dit, si on réussit à le faire avant la préparation physique, bien là, on a beaucoup plus de temps à travailler sur qu'est-ce qui amène des performances côté plus spécifique, justement. C'est un peu comme ça. Assurément, nous, dans le fond, l'été passé, on a eu une 60aine de joueurs de hockey avec des groupes de 4 et tout. Différents groupes d'âge. Fait que c'est aussi d'adapter selon le groupe d'âge que tu as. Le jeune qui commence, là, et il n'a pas eu le même background. Là, on ne peut pas travailler de la même façon qu'on travaille avec un jeune qui est rendu à l'apogée junior, majeur, qui est rendu comme à maturité, que j'appelle. Là. C'est sûr qu'il faut t'adapter, tu n'as pas le choix. Rendu là, la balance structurelle est super importante. Puis à la limite, quand on parle d'élément force, l'élément force ne veut pas nécessairement dire on fait du one rep max. Là. Déjà là, juste de travailler les mouvements de base avec une surcharge, mais il est déjà en train de travailler en force. En résumé, c'est un peu ça. Puis je dirais que c'est un peu trop court, parce que même quand on est chanceux, on a 12 semaines, mais souvent, ça ressemble à 8 semaines. Ouais, c'est court, hein. Ça, c'est très court. C'est très, très court. T'espères ou qu'il a fait ses devoirs avant puis que tu peux rentrer tout de suite. Tu peux vraiment travailler avec lui. Oui, absolument. Et
pour terminer ces super échanges, j'ai vu que sur vos profils Instagram, il y avait aussi un travail sur la glace directement, que vous aviez pu amener les Desmotech. Comment ça, vous pouvez le gérer, vu que vous avez des athlètes, enfin, vous n'avez pas trop de clubs, si j'ai bien compris, vous avez surtout des athlètes qui viennent vous voir. En termes de logistique, d'organisation, comment ça se passe pour pouvoir, pouvoir faire ces séances-là sur glace avec la machine, tout ça? Moi, mon gym, je sais pas si tu avais vu un peu, là, Ouais. mais j'ai 2 glaces. Ouais. Donc, je suis en partenariat d'affaires avec des gens qui eux autres s'occupent du développement athlétique de l'athlète du joueur de hockey sur la glace. Donc, je peux ouvrir la porte, puis je peux mettre mes Desmo directement sur la glace. J'ai pas commencé à le faire, c'est quelque chose qu'on va entamer cette année. Mais c'est sûr que la logistique est plus complexe, surtout pour Paul. Phil, toi aussi, t'as la glace qui est là, mais eux autres, il faut qu'ils réservent des glaces, puis il faut qu'ils amènent leur machine là-bas, tu les installes. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus demandant, mais ça vaut la peine parce que là, on fait vraiment le transfert directement. Quand on parle de transfert, avec les machines iso-inertielles, on peut vraiment reproduire le mouvement sportif, puis on peut le rendre plus complexe que c'est quoi la demande du sport, comme on mentionnait tantôt. Donc, c'est tout le temps cet élément-là à revenir. Comment qu'on peut arriver à dire, OK, les squats que tu as fait, même les squats sur une Desmo, ça reste que c'est pas un mouvement de patin. Donc, quand tu arrives, tu veux corriger des éléments sur un patron moteur, quand tu as fait tout le travail neurologique en arrière, puis que tu es prêt à aller dans ces zones-là, là, tu peux amener l'athlète sur la glace puis te faire des exercices spécifiques pour corriger ça ou pour amener ses performances sportives à un plus haut niveau. Oui, certainement. Puis, tu sais, tout simplement que le fait, quand tu t'entraînes dans le gym, exemple, tu es un joueur de football américain, tu t'entraînes dans le gym, tu as des souliers, tu t'en vas à ton sport, tu as des souliers avec crampons. Ce qui est similaire, mais quand tu joues au hockey, tu t'entraînes dans le gym généralement avec des souliers. Mais quand tu transfères sur la glace, tu passes de 8 à 10 cm d'épaisseur, de surface, de contact, à 4 mm sur une lame. Ce qui est complètement différent. Donc là, T'es sur la glace. T'es sur la glace. Ouais. C'est ça la glace, là. T'es tout simplement appliquer ta force. C'est un sport de malade, là, tu sais, le hockey, pour vrai. C'est tout simplement appliquer ta force à 1 millimètre que tu es offset, que tu dévies, que tu n'es pas équilibré, tu viens de perdre énormément de force là, à appliquer. C'est fou. Fait. Les gars dans l'autre équipe, ils veulent t'arracher la tête. C'est ça. Puis ça roule à 35 km/h en moyenne. Là. Ton bâton, c'est une extension de tes yeux. Ta coordination œil-main est encore plus avancée. Tu es sur une lame, etc. Mais moi, pour tout ça, pour résumer, c'est que quand il y a 4 ans environ, 3 ans et demi, j'ai commencé à travailler avec les Desmo. Paul m'avait initié à ça, puis il m'avait dit on peut faire encore plus de transferts sur la glace. Là, on est allé, on a commencé à travailler sur la glace, on a vu ce que Paul il faisait, puis il nous a comme initié à ça. Puis là, je dis OK, wow. Pour moi, dans l'entraînement de joueur de hockey, il y avait toujours un maillon qui manquait, un maillon faible. On travaille super bien dans le gym, on fait ce qu'on pense qui est le mieux. Mais comment on s'assure que les transferts qu'on fait en condition, en force, se font vraiment sur la glace? Mais là, on amène littéralement le transfert, parce que là, tu as ton équipement, tu as ton stock qui est plus lourd, tu n'as pas le même range of motion, tu n'as pas la même amplitude de mouvement qu'en patin, qu'en botte, qu'en pied, qu'en soulier. Donc là, quand on a commencé à travailler ça, j'ai vu, wow, OK, là, on a quelque chose qu'on doit absolument, si on veut, notre objectif, c'est développer des joueurs de hockey. On doit intégrer ça, c'est primordial. C'est sûr que idéalement, comme tu as posé la question, si on fait des équipes, là, à 4, on est assez équipé pour faire des équipes. On a chacun 2, 3, 4 devices, 4 appareils chacun. On pourrait arriver à faire une équipe. Si je le fais tout seul sur une glace, je vais prendre environ 6 joueurs, peut-être 8. Puis 6, j'aime ça parce que je suis capable d'avoir un bon visuel sur toutes les stations que je vais avoir. Mais c'est sûr que là, maintenant, avec le groupe qu'on a, puis avec tout l'équipement qu'on a, ça pourrait être intéressant de le lancer. Il y a quelques années, on n'était pas encore prêt, je dirais, de pouvoir le lancer à grande échelle aux équipes. Mais là, on va pouvoir proposer ça. Puis je pense que clairement, ça va être un game changer parce que le transfert, je l'ai testé pour moi-même pour voir qu'est-ce que je ressentais en tant que joueur. Puis c'est incroyable parce que quand tu te remets juste à jouer au hockey, c'est rendu facile. Oui. Jouer au hockey, ça devient facile si tu as travaillé avec ça avant. On a commencé ça il y a 8 ans. Moi, juste pour le fun. Moi, c'est mon travail d'essayer d'être créatif. Puis je travaille avec les skieurs, c'est le même problème qu'on avait. Puis on s'apercevait, on n'est pas grand, nous. Moi, je coach au hockey aussi. Donc, lorsqu'on est juste en track, c'est beaucoup plus facile. Lorsque tu as les pantalons,
Tu as les pads, c'est pas la même chose. Donc, je vais emmener mes appareils sur la glace. Au début, on emmenait plus des élastiques. On avait des poulies. C'était ça, nos premiers. On avait des longues poulies de 40 mètres. Puis on les attachait avec un... Ouais, c'était bien, mais les gens coupaient sur ma corde aussi. Mais lorsque j'ai dit, je vais emmener mes Desmo. J'ai commencé avec eux en 2012. On va emmener ça sur le... Puis c'était vraiment intéressant. Puis on peut évaluer en même temps le joueur. Tu peux voir les lacunes en même temps de ça. Mais c'est juste, on est après travailler, là, c'est le balbutiement, comment être capable de le périodiser. L'idéal, ça serait d'avoir comme... il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'entraîneurs de glace. Ben, tu coupes la glace en deux. Fait qu'une partie de l'entraînement, un groupe fait un peu comme au rugby. C'est pas tout le monde qui fait la même chose sur un terrain de rugby. Ben, une partie va faire la muscu. Là, on switch, on va aller faire du technique. Ça, c'est un monde idéal parce que tu peux pas faire 1h30 de Desmo sur la glace. On a pu le voir. C'est pour ça que j'ai emmené cette année des ballons médicinaux. Un de mes collègues, Dave Parisé, avait inventé les Inertia Waves. Là, 6-7 ans. On était les premiers à emmener ça ici. Là, c'est Ron Gronkowski qui est propriétaire aussi. Donc, on va emmener ça sur la glace. Ça crée des éléments de perturbation. C'est ça qui est le but, parce que le hockey, c'est un sport de perturbation. Même chose pour mes skieuses de boss. Ben là, même sur la Coupe du Monde, j'étais à Tremblant, puis là, tu vois, les filles s'entraînent ces Desmo avec les bottes. Mais je suis content, c'était Petra Lova. Mais ça, c'est le fun. Ça s'est rendu au ski alpin. Là, je dis, les filles, votre travail est bon. Vous avez amené ça, le ski de boss, qu'en Europe, ils regardent un peu de haut. Vous avez amené ça au ski alpin maintenant. Mais c'est intéressant. Lorsque mes filles, quand ils faisaient des entraînements à Zermatt, notre premier camp d'entraînement au mois d'octobre, en ski, ils avaient souvent mal au dos, même si on s'est bien entraîné. Parce que la botte de ski ne te permet pas beaucoup de mouvements au niveau tibio-tarsien. Donc, ton tibia ne va pas vraiment vers l'avant, tu es bloqué par la botte. Donc, quand tu frappes une bosse, qu'est-ce qui rentre? C'est pas ton genou, c'est ton bas de dos. Donc, OK, on va emmener la Desmo, on va mettre les bottes de ski avec la Desmo. Là, au début, il maïssait la première semaine. Je faisais même des petites trampolines avec les bottes de ski. Donc, après, mais quand il arrivait à Zermatt au camp, parce que là, le coach de ski, lui, il va avoir ses filles en forme parce qu'il reste 3 semaines avant les Coupes du Monde. Moi, mon rôle fait ça, les baisses. Mais je suis avec eux quand même. Donc, les avoir préparés avec les bottes, ça fait qu'ils n'ont pas eu à prendre une journée ou 2 de congé parce qu'il y avait le dos baraqué. Parce qu'ils appellent ça en anglais le mogul back. Il y a même un nom pour ça. La bosse. Le mogul back. Parce qu'une mogul, c'est une bosse. Mais le dos bossé qu'on dit. Parce que tous les skieurs de boss sont ça. Mais on a été capable d'atténuer ça énormément avec ça. Puis les joueurs de hockey m'ont tous dit, leur transfert est immédiat. Il y a des joueurs, j'ai des joueurs qui sont un peu, ils n'aiment pas vraiment la période d'échauffement. Tu fais 5 minutes là-dessus, tu es prêt, là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est ça qu'il y a. Tu es vraiment prêt. Donc, l'effet de potentiation. Exactement. Il est énorme. Ouais. Bien sûr. OK, les gars. Écoutez... C'est super, hein? Super échange. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Franchement, je me suis régalé. Je pense qu'on aurait pu continuer encore un moment. On n'a peut-être pas pu attaquer le volet... peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, plus perte de poids, prise de masse. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'était vraiment sur la préparation physique. On a pu avoir toutes vos connaissances. C'était vraiment génial. Prochain investissement, la Desmotech. Hein, on va la tester. Là. On va la tester. On va l'amener en France. Hein, je serai dans les premiers... en Italie, donc c'est Gilles que ça prend moins loin. Ça va vous coûter moins cher de transport. Ça va vous coûter moins cher. Prochain investissement d'Esmotech pour Reborn et puis je me formerai auprès de vous pour pouvoir l'utiliser à son meilleur impact. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt.